Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la castagne. Et bonjour à vous, bonjour à tous, bande de petits castagneurs et castagneuses. Salut à toi, mon pote Adri de Castagne FM. Mon pote Adri Castagne FM, comment ça va? Ça va mon pote Jebeno de Castagne FM. Mon pote Jebeno de Castagne FM. On a la forme, on est bien là, on est à moitié en vacances. Ouais, qu'est-ce qu'on fait là? On n'avait pas dit qu'on arrêtait. La dernière émission Sud, c'était pas censé être la fin de, je sais pas, de la fin de la saison. Ouais, mais c'est ça, on est trop passionnés en fait, on n'arrive pas à s'arrêter. Et dès qu'on voit une opportunité, pam, on s'engouffre dans la brèche. On a quelqu'un de cool aujourd'hui qui vit un petit peu le jiu-jitsu brésilien Dream. Ouais. On peut dire. Ouais, exactement. Le Jiu-Jitsu lifestyle. Voilà, exactement, le vrai de vrai. Il y a qu'à voir ses oreilles de toute façon. Ça, c'est pas cool. Direct, t'attaques sur le physique. Alors, il faut savoir qu'en plus, ça, c'est une transformation physique. C'est pas vraiment. Il est pas né comme ça quand même. Enfin, t'es pas né comme ça. C'est une évolution. C'est une évolution, exactement. C'est une sorte de X-Men en fait du jiu-jitsu brésilien. Il était un être humain normal et il est devenu. Un surhomme. Ah voilà, c'est ça. Et on tout passe par les oreilles. Exactement. Qui on accueille aujourd'hui? On accueille Bilal Ben Mahamed. Voilà, parfait. Ouais, ça. on voulait être sûr. C'est pour ça que tu m'as laissé le dire. Exactement. Non, parce que c'est vrai que on s'est vu donc il y a 3 jours quand on a décidé qu'on allait faire ce podcast. Ouais. Et on va revenir sur le côté Diego. Mais je te demandais si c'était bien Ben Hamed et tu m'as pas repris. Tu m'as dit ouais carrément Ben Hamed ça passe aussi. Mais c'est Ben Mahamed. Ben Mahamed, voilà. En fait, les gens oublient souvent le M et ils ont du mal à prononcer. Je sais pas pourquoi. Ben Mahamed. Du coup, je laisse aller quand c'est Ben Hamed. Ouais, mais c'est Ben Mahamed. T'es un garçon poli, t'oses pas trop. Voilà, c'est ça. De toute façon, Jérémy est trop bête. De toute manière, il n'arrivera pas. Allez, fous-moi le camp, Ben Hamed, c'est très bien. Ça passera. On est bien, on est Passons entre à autre chose. On passe à autre chose. Raconte-nous pourquoi Diego. Diego, en donc, fait, attends, on doit t'appeler Diego, Bilal, on doit t'appeler comment? Ahmed, Ben Mahamed, on Bilal, sait plus là. Bilal, ça y est. Bilal, dis-nous pourquoi Diego. Diego, en fait, c'est depuis que je suis petit. Je sais pas si vous avez tous connu Dora l'exploratrice et on est le beaucoup singe. trop Ouais, j'ai des enfants. Non, si j'ai des enfants, je connais Dora l'exploratrice. Diego, et comme je grimpais un peu partout, tout ça, et à force on me surnommait Diego quand j'étais petit, et voilà, d'où Diego. Et après je l'avais mis sur Facebook, j'arrive plus à l'enlever. je dois envoyer mes papiers, mais la flemme, du coup, voilà. Ah oui, parce qu'on a parlé de ça. C'est ça, Adri, c'est ce dont tu me parlais. En fait, c'est que maintenant, sur Facebook, si vous avez, alors les petits castagneurs, si vous avez mis Des surnoms. des surnoms, des choses comme ça, en fait, maintenant, la seule possibilité que vous avez sur Facebook, c'est de mettre votre vrai nom et prénom qui correspond à votre carte d'identité, c'est ça. Et voilà, il faut le justifier en envoyant vos papiers à Facebook même. Pas de chance, donc ça restera Bilal Diego. Voilà, c'est ça. C'est sympa. Ouais. C'est le petit côté mexicain, quoi. Mexicain, brésilien, je peux rentrer n'importe où. C'est ça, parce que je me suis posé plusieurs fois la question, en fait, avant qu'on se connaisse. On a fait connaissance, là, il y a quelques jours, quand on a décidé de faire ce podcast. Et je me suis même posé la question de savoir si, en fait, comme il y avait Bilal Diego, je me suis dit peut-être que, genre, la moitié de sa famille est brésilienne. Non, pas du tout. 100% algérien et... Allez, ça y est, c'est parti. Voilà, allez, l'Algérie, voilà, ça fait combien de temps qu'on a commencé? Ça fait 3 minutes 10. Voilà, on sait qu'il est algérien. C'est parti. Il est en train de sortir son drapeau national. Ah, il klaxonne. Il est en train de klaxonner. Il est déjà dehors. Il klaxonne. Ok. C'est parti. Il pourrait être algérino-mexicain. Exactement. Pourquoi pas. Voilà. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas, non. C'est pas le cas. Bon, donc Bilal Diego, combattant de jiu-jitsu brésilien. Où ça? Comment? Quelle ceinture? Ceinture marron de Cicero Costa. J'ai commencé à Courneuve, en banlieue parisienne. Chez Babiche. Avec Babiche s'entraîne au Tenchi Budokan, mais j'ai commencé avec Alexandre Dabadi, qui est ceinture noire sous Makovic, qui a commencé avec Alexandre, qui a commencé avec Akio. Et j'ai commencé, ça fait 9 ans, au TCB. Et voilà. Au TCB, t'es un élève au de Tenchi TCB. Budokan. Voilà, je suis un élève du Tenchi Budokan. Quand je suis en France, je m'entraîne uniquement au Tenchi Budokan. Des fois, ça m'arrive de visiter quelques académies, mais c'est ton académie de base. voilà, c'est ça. Et tu nous dis quand tu es en France, parce que tu n'es pas qu'en France. Non, je suis en ce moment au Canada. L'année passée, j'étais en Égypte. Et à chaque fois, je vais chez des filiales Cicero Costa. Bon, l'année passée, en Égypte, j'étais à Anubis, une filiale Fight Sport. Et maintenant, ils ont Fight développé... Sport de comment de il s'appelle Cyborg. De Cyborg. Ouais. Ah, je savais pas qu'il avait une. S'il a une académie, elle s'appelle Anubis. J'avais mon ami en fait. Et ça, qui c'était vivait pas là-bas. Cicero Costa. Non, c'était pas Cicero Costa. voyages C'était la un peu seule quand même, académie.
où j'ai fait des camps qui n'étaient pas à Cicero Costa. Ouais, ça va. Jiu-Jitsu lifestyle. C'est plutôt cool. Combien de temps tu es resté en Égypte? Je savais même pas que tu étais passé par l'Égypte. Je suis resté 8 mois Ah ouais. en faisant des allers-retours Entre la France et l'Égypte. entre la France et l'Égypte. Et alors, on entend très peu parler en fait, par les frères Akapovi, on entend très peu parler généralement du Jiu-Jitsu en Afrique. Tu veux nous en parler un petit peu? Comment Non, pas du tout, ça m'intéresse pas. Allez, du jiu-jitsu en Algérie si tu veux, mais sinon je t'en parlerai pas. Bon, bah, moi, j'ai connu. Je suis parti aussi en Algérie faire du jiu-jitsu. C'était quand j'étais ceinture bleue, il y a 5 ans, 4 ans. C'est très développé. Ça, pas vraiment. Il y a quelques clubs et tu remarques vraiment une dominance par rapport aux clubs. Quand il y a vraiment une qualité dans certains clubs, tu remarques que un club va ressortir dans une grande ville comme Alger. Il va y avoir qu'un seul club qui va ressortir. Ou au Caire, il va y avoir qu'un seul club qui va ressortir. Alors, pourtant, c'est pas des petites villes en plus, hein. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Il y a plein d'autres petits clubs, mais comme c'est pas assez développé, ça va être le club où il y a le plus de gradés, où il y a le plus de ceinture noire, ceinture marron ou ceinture violette qui vont ressortir. Et qui amène le Jiu-Jitsu brésilien en Algérie? C'est les Français ou les francophones? Et même question pour l'Égypte. Vraiment par rapport à ça, par rapport à C'est les l'Algérie, Brésiliens, je sais peut-être, pas du tout. Je sais qu'il y a beaucoup de Français quand ils retournent, ils partent en vacances visiter leur famille. Ils développent le jiu-jitsu, ils essayent de développer le jiu-jitsu là-bas. Ensuite en Égypte, je sais pas du tout comment ça se passe, ça s'est passé. Le big boss de l'Acadie où t'étais, il était quoi? Il était égyptien? Égyptien, ouais. Et tu sais 100% pas, égyptien. il a appris où, lui, tu sais pas? Non, je sais pas du tout. Ok, d'accord. C'était une ceinture noire sous Cyborg? Là, il est ceinture marron sous Cyborg. D'accord, ok, mais tu sais pas où il a commencé en fait. c'est ça. Non, je sais pas. C'est marrant ça. Et de manière, alors après j'en sais rien, mais de manière générale c'est le sport qui est pas très développé. Alors Afrique, je sais pas, Adril a parlé d'Afrique de manière générale. Je pense pas que t'aies une vision sur toute l'Afrique, mais au moins parlons du Maghreb. Tu penses que c'est le sport qui est pas, voilà, c'est pas une habitude, c'est pas hyper développé au Maghreb, Égypte, ou c'est vraiment le jiu-jitsu brésilien, personne n'en a jamais entendu parler, c'est hyper nouveau. Voilà, d'accord, ok. Qui n'est pas vraiment développé. Parce que en Égypte, j'entends beaucoup parler de la lutte. Ils ont des bons lutteurs, des bons judokas, mais comme en Algérie. Mais quand tu leur parles du jiu-jitsu brésilien, ça sonne pas. Ils vont te dire MMA, UFC. Ça, ils connaissent. Voilà, ça, ils sont chauds, les Égyptiens. Ils ont une bonne équipe de foot. Enfin, c'est quand même. C'est des sportifs. Et... Oui, c'était plus ça ma question, savoir s'il y avait une culture du sport en fait. Voilà. Ouais, il y a une culture, il y a une vraie culture du sport, surtout en Égypte. Parce que c'est ça. Si en plus le jiu-jitsu brésilien c'était pas hyper développé et tout, qu'est-ce que t'as été faire toi en tant que ceinture bleue? Pourquoi on t'a envoyé là-bas? Pourquoi c'était même pas Cicero Costa? Ouais. J'étais ceinture violette quand j'étais parti. Ceinture violette. Ouais. Pourquoi? Comment tu t'es retrouvé? En fait, c'est marrant parce que c'est grâce à un ami, Sharaf. Il vit là-bas, c'est un Français, il vit là-bas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que quand on s'est connus, je pense, au cercle ici. Alors, il est pratiquant. Sharaf, je me rappelle pas. Sharaf est pas pratiquant de jiu-jitsu brésilien. Pratiquant de jiu-jitsu brésilien. Maintenant, il est ceinture violette sous Cicero Costa. Et on avait fait un voyage à Tokyo ensemble. Et en rentrant de ce voyage, c'était super bonne ambiance. Vraiment, on a appris à se découvrir et vraiment, c'était remarquable, vraiment. J'ai bien aimé sa compagnie. Et il me dit quoi? Il me dit ouais, je sais que tu viendras jamais en Égypte parce que le niveau là-bas il est pas haut, tout ça, mais si tu viens, il y aura une bonne surprise pour toi. Et là, t'as fait ah ouais. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. J'ai fait ah ouais, T'aimes les surprises. T'es sûr? Après, il me dit non, mais moi je suis sûr que tu viendras pas. Et pendant toute la semaine, il me disait ouais, je suis sûr que tu viendras pas, je suis sûr que tu viendras pas, je suis sûr que tu viendras. Et je lui disais ah bon, t'es sûr? Bah tu sais quoi, dès que je vais me trouver le temps. Et dès que je lui ai dit ça, il m'a dit ah bah c'est bon, tu viendras pas, c'est sûr. Dès que t'as le temps, bah toi t'as pas le temps, c'est bon. J'ai fait quoi? J'ai fait bah tu sais quoi, ce mois-là, c'était le mois d'août. J'ai dit bah ce mois-là je viens. À ce moment-là, tu faisais déjà que du jiu-jitsu brésilien. Je faisais déjà que du jiu-jitsu brésilien, voilà. Et du coup il m'accueille super bien. Et ce qui m'a impressionné, c'est quoi? C'est que lorsqu'il m'a accueilli, j'ai directement eu un programme. Quand je parle de programme, ça veut dire un programme sportif par rapport à mes performances. Du coup, on a commencé à faire ma prépa physique. Avant, je faisais jamais de prépa physique. J'avais pas. Si vous faites des comparaisons par rapport à mes photos, j'essaierai Désolé. D'envoyer des photos de toi nu. Non, c'est pas ça qu'il a. T'en veux, j'en ai déjà. Pas besoin qu'il en envoie. Oui, j'en ai déjà de toi. Oui, c'est vrai, effectivement. Je vais essayer d'envoyer des photos
pour voir Ouais. que vous voyez la La transformation. différence, voilà, la transformation. Et le premier mois, ça m'avait vraiment plu comment tout ça s'est installé, comment les Égyptiens ils m'ont accueilli. Et après, j'ai passé 8 mois à faire des allers-retours. Ah ouais, donc c'est venu d'une rencontre, pas d'un besoin, d'un club Non, qui avait pas du besoin de quelqu'un dans l'instant. Parce que tu vas nous parler un petit peu de comment t'es arrivé au Canada. Ouais. Parce que c'est assez intéressant, on a découvert ça l'autre jour. Donc là, c'est vraiment venu d'une rencontre, c'est-à-dire quelque part la résultante des autres passions à côté du jiu-jitsu brésilien, Voilà, qui est le c'est ça. voyage, qui est parce que c'est ton truc aussi quand même. Ouais, tu voilà, nous je expliquer. kiffe voyager et je kiffe passer du bon temps quand je voyage. Je sais que je voyage pour faire de la compétition, mais en dehors de la compétition, j'aime bien passer du bon temps et j'aime bien avoir un groupe vraiment où je me sens à l'aise. Parce que je suis quelqu'un qui... bon, les gens ont pu remarquer où j'ai cette image d'être quelqu'un vraiment renfermé. Bah, t'as cette image ou c'est vrai? En fait, c'est... il y a... Attends, allonge-toi tranquille, parle-nous de toi. Je veux Pardon. dire, parle-nous de trop ton enfance. Parmi tes parents. On est chez le psy. Qu'est-ce que Il y a- t'as vécu vraiment dans ton enfance, je veux dire. T'as des notes, c'est Ouais, j'ai pris des notes, j'ai des idées, tout va bien. Mais attends, t'es vraiment comme ça ou c'est ce que les gens pensent? Parce que, enfin, En fait, moi, de ce je que suis, je connais de toi et de ce que j'en ai vu, on en parlait avec Adrien l'autre jour, tu as donné des stages, beaucoup de stages, tu donnes des cours partout maintenant. Donc, t'es pas quelqu'un de renfermé. Enfin, je veux dire, t'es pas quelqu'un qui s'entraîne dans sa cave avec ses ceintures blanches et c'est tout. Enfin, tu vois ce que je veux dire, t'es quelqu'un de vachement ouvert, qui fait des compétitions, qui tourne avec tout le monde. Justement, j'ai travaillé beaucoup sur ça. Justement, il y a 2-3 ans. Surtout quand j'étais parti en Égypte, parce que fallait que je puisse parler, fallait que je puisse m'ouvrir. Et Sharaf me faisait souvent cette remarque. Même avant, bien avant, même Babiche, Campos. Je vous ai raconté un peu Campos, comment il est. Avec Oui, moi. mais pas aux auditeurs. C'est- Comment il est, Alexandre de Campos? Ah ouais, alors vraiment, Surtout que les auditeurs, les petits Castagneurs le connaissent. vraiment hein. vraiment un conseiller. Non, c'est pas ce que Non, t'as mais- dit. C'est vrai que c'est pas ce que t'as dit. Je peux le dire pour toi. hein. Vas-y, dis-le. On va dire que Alexandre de Campos est quelqu'un de très bienveillant sur les Très, gens très qu'il a. Très bienveillant, mais ça ne se voit pas. Voilà, C'est- c'est ça. Par exemple, moi je peux vous le dire, une fois, donc cours de Jiu-Jitsu, le prof n'est pas là, c'était Olivier ou Florian à la MK Team, bon bref. Alex est là par hasard et il dit ok, c'est moi qui fais le cours. J'ai à peu près cru que j'allais mourir à la fin de l'échauffement, ça a été l'armée. Ça a été Oui, l'armée. c'est ce que j'allais dire parce que ça, un échauffement dur ou un entraînement dur, c'est pas très grave. Qu'est-ce qui a fait que tu pouvais pas t'arrêter 2 secondes et tenir les murs, tu Parce vois? que dès que Campos. dès que t'arrêtes, c'est hop, toi, vas-y, va jusqu'au bout. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui en fait, en étant bienveillant, te pousse dans tes retranchements leader. pour que tu deviennes meilleur. Voilà. Mais il est dur, en fait. Il a pas l'air comme ça, mais il est dur. C'est ça. Et, Mais donc, de ce que j'entends, c'est que quelque part, c'est un peu grâce à lui. Alors, il y a Babiche aussi, mais c'est vrai que Babiche il est plus enveloppant, il est plus gentil, il est Oui, plus voilà, doux c'est quand ça. même. Hein, je veux dire, ça. Ah non, Campos, ouais. Et donc, c'est un peu grâce à eux deux, alors on va dire, mais grâce à la dureté, à la rigueur de Campos. Quelque part, tu penses que cette ouverture, tout ce que tu as aujourd'hui, ouais, c'est ça. Et aussi mon entourage par rapport au TCB, ils savent que j'étais quelqu'un de vraiment. Avant, j'étais quelqu'un vraiment timide. J'avais du mal à parler à parler ouvertement. Et à force d'entendre ces remarques, et tu te dis faut que je fasse quelque chose, faut que je travaille sur moi-même et parce que si je veux donner des stages demain, si je veux pouvoir parler à un sponsor ou pouvoir parler à un public, si quelqu'un me demande sur ma vie ou être un exemple. Voilà, Plus être tard. invité à un podcast. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, être invité à un podcast, c'est vrai, c'est ça. Et faut que je puisse parler ouvertement et sans avoir cette timidité. Du coup, j'ai fait beaucoup de travail sur ça. Et- T'as bossé sur toi, c'est-à-dire Ouais, au même titre, c'est parce qu'on va le voir, t'étais un gros bosseur. De manière générale, t'es un gros bosseur quand tu veux quelque chose. Tu vois. Et vraiment, qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi? Le plus dur, c'est de pouvoir parler publiquement. Vraiment, de pouvoir parler publiquement et de pouvoir parler à des étrangers sans être timide ou sans avoir d'appréhension. Parce que t'as été dans des pays étrangers en plus, donc il fallait Ouais, que c'est t'apprennes ça. une autre langue, fallait que t'apprennes. Tu t'es quand même poussé fort Ouais, quand même. hein. c'est ça, c'était vraiment l'extrême. C'était Tu parlais arabe à toi en arrivant en Égypte ou pas? en Égypte, vraiment, je parlais l'arabe, comment on dit ça, le dialecte algérien. C'était Et pas la eux, même. ils parlent le littéraire. Du coup, c'est totalement différent. Ouais, c'est très compliqué en fait. Vraiment, vraiment compliqué. Donc là-bas, tu parlais anglais ou Anglais, Ok. et j'avais un anglais un peu cassé. Enfin, Ouais, on l'a tous eu à un moment ou à un Voilà. autre, t'inquiète. et
Et du coup, j'ai dû me débrouiller à essayer améliorer mon anglais. J'ai amélioré mon arabe aussi. Mais tu le bossais? Tu t'asseyais par exemple 1 à 2 heures par jour et tu travaillais ça aussi? Non, pas du Non, tout. ça c'est Pas juste que du tu te tout. forçais à le parler. Je forçais, D'accord, ok. je me forçais. Moi, je suis pas quelqu'un qui peut s'asseoir et faire des notes. Voilà, faut que je fasse ça ou je peux me développer comme ça. Non, j'aime bien lire. J'aime bien lire sur tout ce qui est développement personnel et ce genre de livres. Mais vraiment, je suis quelqu'un. Si je sais que si je veux faire quelque chose, je rentre dedans. Faut que tu pratiques. Voilà, faut que je pratique, faut que j'aille dans le dur et voilà. Et alors comment c'est vrai ça de quelle façon on vainc une timidité en fait? Comment? En fait, c'est simple, c'est grâce à ton entourage. Attends, là tu l'as vaincu ta timidité, Ouais. ou est-ce que pour toi tu es toujours hyper timide mais tu sais comment vivre avec? Parce que c'est 2 choses différentes quand même. Hein. Tellement bien posé comme mon question. pote, laisse Jérémy. tomber, C'est une bonne je suis question, trop... Bah ouais, mais j'ai préparé mon entretien, moi t'as fait quoi toi? Qu'est-ce que t'as foutu jusqu'à maintenant? Le gars, toi il a plein de rien, notes, là. J'ai fait t'as le fait café. rien, J'ai t'as fait le café, ouais. rien, tu vaux rien. Le mec hyper agressif. Casse-toi. Alors que t'étais gentil à la base, tu vois, toi t'étais sympa. Du coup, c'était. Tu peux répéter la question? Non, je répète pas la Elle était trop question. compliquée. Non, mais c'est parce que c'est 2 choses différentes de se dire j'ai travaillé à vaincre ma timidité et aujourd'hui, alors je sais pas si ça existe vraiment ça, ces gens qui arrivent à, enfin on dit qu'on change rarement en fait, mais c'est à dire que tu n'es plus du tout timide et ton kiff c'est de parler devant des gens, c'est machin, ou est-ce que c'est à dire que tu as complètement transformé ton être pur, ou est-ce que c'est à dire que tu as compris pourquoi tu étais timide ou jusqu'où tu étais timide et tu as appris à vivre avec. Voilà, en fait, je pense que c'est exactement ça. J'ai compris jusqu'où j'étais timide et je suis quelqu'un vraiment de réservé. J'ai compris que j'étais quelqu'un vraiment de réservé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, j'étais pas vraiment timide parce que j'avais des amis. Quand il y avait des personnes que je connaissais, avec qui j'ai grandi, j'étais moi-même. J'étais voilà quoi, sans filtre. sans filtre. Et j'ai remarqué que quand j'étais avec d'autres personnes ou quand il y avait une personne nouvelle dans un groupe, et ben, j'avais ce filtre-là où j'avais un blocage. Et du coup, j'ai travaillé sur justement ce blocage et pouvoir accueillir une personne en faisant la conversation. Et Comment t'as découvert le jiu-jitsu brésilien? Parce que alors, après peut-être que je me plante complètement, mais moi comme ça de prime abord, je me dis quelqu'un qui a... Parce qu'on sent, on en a parlé un petit peu, et même quand on te voit encore aujourd'hui, et même de l'impression que j'avais avant, t'es quand même quelqu'un qui est vraiment timide. Vraiment timide. Comment on se lance dans le jiu-jitsu brésilien pour moi, c'est un sport où il faut être tout, sauf vraiment timide. On peut être timide, mais parce que c'est quelqu'un, il faut quand même accepter de laisser quelqu'un rentrer vraiment dans son espace vital, quoi. C'est quand même... ça va être... Comment t'as pu accepter? En fait, j'ai pas du tout réfléchi par rapport à ça. Quand j'ai commencé, c'est grâce à mon grand frère. On regardait beaucoup l'UFC. Et du coup, en regardant l'UFC, on voulait reproduire les prises. Je me rappelle, nous, dans la chambre des parents. T'avais quel âge là? sur le grand lit. J'avais 16 ans. 16 ans, ouais. T'en as combien aujourd'hui? Tu l'as pas dit, je crois. 24. Voilà. 25 ans le 23 août pour les cadeaux. Ah ouais, bah vous les envoyez à Kleenex et puis on te les renverra, hein, vous les envoyez ici. On prend tout ce qui est bijoux, argent liquide. Et du coup, voilà, on essayait les prises qu'on voyait à l'UFC. Et en fait, plutôt lui essayait les prises sur moi. Et moi, je comprenais pas du tout. Et je me disais, mais attends, c'est quoi ce sport? C'est quoi ça? Et j'étais vraiment excité quand il me montrait une nouvelle technique ou... Ah parce que ton frère, lui, il décortiquait vraiment les combats, Voilà, tout c'est ça, ça. et il essayait de les reproduire, essayait il les de- reproduisait plus ou moins bien, je sais pas Ouais. s'il s'y est mis après d'ailleurs au jiu-jitsu brésilien, C'est marrant ça. mais il les faisait vraiment. Ouais, voilà. Vraiment, il les faisait vraiment. Par exemple, le triangle, Kimura, tout ça. Et on faisait des mini-combats de grappling. Et après, il m'a dit, bah, tu sais quoi, il y a un club à la Courneuve, juste à côté de la maison. Et vas-y. Du coup, pendant une Pourquoi semaine... vas-y? Bah, Et vas-y, lui, bah... mais lui, ouais, il a envoyé le petit cobaye. frère, Le tu sais. cobaye. T'as jamais fait ça avec ta petite sœur? Ouais, va tester pour moi, on verra après. Non, jamais mon pote, je suis courageux moi. J'ai le cœur au bon endroit, moi. Mon T'es un menteur. T'es un menteur. Et en même temps, je suis quelqu'un que... Je kiffe le sport. C'est-à-dire, depuis tout petit, je suis quelqu'un de... Je kiffe le sport, je m'intéresse à toutes sortes de sports. Et il savait que il me fallait quelque chose à ce moment-là. J'étais à l'école et le soir, j'avais rien à faire. Enfin, le Par les soir, devoirs, normalement.
À part les devoirs, ouais. Ouais, donc là, une fois que t'avais fait, parce que tu faisais tes devoirs donc super vite, Voilà. et c'est ça, et Vraiment après vite. t'étais libre, voilà, c'est ça, et après t'étais libre alors, donc c'est ça. J'étais libre. On me met dans le mal là. non, mais tranquille. Et du coup, il me dit, bah, tu sais quoi, comme t'aimes bien ce sport et t'es intéressé, bah, il a fait les recherches et on a vu qu'il y avait un club de sport de jiu-jitsu brésilien juste à côté. J'y vais et je vois l'accueil super. Alexandre Labadie, super accueillant. Abdallah, je me rappelle, il y avait un bon petit groupe et ils étaient tous ceinture blanche. Et il n'y avait qu'une seule ceinture violette, c'était Alexandre Labadie. C'était le prof. Et je me suis dit, ouais, c'est bon, que des vieux. Parce qu'ils étaient un peu vieux et je me suis dit, c'est bon, je vais apprendre 2-3 techniques, je vais tous les battre, tout ça. Tous les... Je me suis fait plier, mais vraiment comme jamais. Pendant des mois et des mois. C'est ça, exactement. Parce qu'en plus, c'est frustrant quand t'es jeune et tu te dis que. Ouais, t'as pas fini ta croissance et tout en plus, donc. Mais non, mais c'est vrai. T'es beaucoup plus léger et tout. Enfin, t'es face C'est à ça, des mais adultes, tu c'est dis- autre chose, hein. Oui, mais T'as un justement, cardio, t'as le cœur, t'as un voilà, physique, tu voilà, te dis, je t'as suis le- puissant. Voilà, y a rien c'est qui ça. t'arrête quand t'es jeune. Hein. Ouais, j'ai oublié, mon pote, je suis trop vieux. Non, mais c'est vrai, mais je crois que t'es né vieux en fait. T'as jamais connu ça. En plus, mais t'as c'est un vrai. ego, Mais aussi, c'est tu exactement vois. ça. Tu Ah te ouais. dis, ah, de toute façon, j'ai fait un peu de trucs, j'ai regardé les cassettes, Voilà, je sais, dans ta tête, tu sais déjà tout le chemin, le cheminement jusqu'à soumettre quelqu'un. Et on se Sauf rend que pas là, compte que ceinture blanche en jiu-jitsu brésilien, ceinture blanche qui a 2 ans ou 2 ans et demi de pratique. te démonte. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est vraiment différent par rapport à une ceinture blanche. Et quand je me disais, mais attends, mais eux, ils sont pas ceinture blanche. Je me disais, mais attends, mais eux, ils sont pas ceinture blanche. Ça se passe comment? T'as été découragé au début? Non. Dès le début, ça m'a intéressé et après, j'ai commencé à venir Souvent. souvent. Voilà. Vraiment, dès le premier cours, j'ai eu un kiff. Vraiment. Mais tu t'es jamais dit, je vais en faire une carrière. Non, Ou pas au jamais. début. Jamais, je prenais ça à la rigolade en fait. Quand j'y allais, c'était vraiment juste pour tourner et pour me défouler quoi. Et après, quand j'ai commencé la compétition en ceinture blanche, et j'ai commencé à faire des recherches sur internet, comme à m'intéresser de plus en plus au jiu-jitsu brésilien compétition, à l'univers. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que, enfin, d'après ce que tu dis, donc tu t'arrivais dans les derniers, machin, ça Ouais, a c'est s'entraîné déjà vénère et tout ça, machin. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, bah, tu vois, pourquoi pas aller faire des compétitions? Pourquoi faire des choses comme ça? Parce que, bah, Parce que j'entendais le groupe parler, tu sais, dans les vestiaires, t'entends. tu voulais il y a t'impliquer en fait. à Voilà, la c'est base. ça, je voulais intégrer le groupe et quand je les entendais parler, je gardais pour moi et j'allais faire des recherches moi-même sur internet pour savoir de quoi ils parlent dans les vestiaires. Et après, j'ai commencé à m'intéresser vraiment au niveau de la compétition. Et, T'as démarré vite donc. ouais, enfin, pas très vite, au bout de, je crois, ma première compétition, c'était au Spirit. Et je me rappelle, j'ai rencontré Reda en finale. Je sais pas s'il s'en rappelle, mais j'avais En ceinture blanche? Reda même touche, il était ceinture bleue. C'était ado. Je crois que c'était ado et je crois qu'il n'y avait pas de niveau de ceinture, je crois. C'était- Tout le monde se rentrait dedans, quoi. Voilà, parce qu'en fait, on n'était que 3. Et du coup, c'était une table de 3. Et je me rappelle, mon premier combat, je crois, j'avais gagné par Kimura, un truc comme ça. Et en finale, je rencontre Reda. Bon, bah, il m'a complètement éclaté. Ah ouais, Pas vraiment? fumé, ouais. Et Babiche le connaissait. Et Babiche, il me disait, ouais, attention à lui, attention à lui. Et Reda, il était un petit peu boubou avant, tout ça. Il nous en a parlé. Si vous avez vu les Moi, je me photos suis- de je me suis Reda dit, mais jeune, c'est attention à drôle. quoi? Je me suis dit, Un c'est petit bon. joufflu là, c'était un petit joufflu. Voilà, il va te tirer la garde, je vais tourner autour, tout ça, mais rien du tout. Rien du tout, il m'a donné une leçon et c'est là où j'ai commencé à kiffer vraiment la compétition et à m'impliquer. Avec Plus une sérieusement. défaite. Non, pas avec une Ouais, défaite, l'ensemble, c'était l'ensemble. dans l'ensemble, voilà. D'accord. J'ai vraiment kiffé l'ambiance, parce que je me rappelle au Spirit avant, c'était la compétition de jiu-jitsu brésilien. Ouais, le Spirit Challenge, c'est une compétition qui a lieu à Fontenay-sous-Bois, organisée Fontenay-sous-Bois, par le Spirit, le club Ouais, Spirit, c'est voilà. ça. Je crois que c'est William. C'est ça. le disait. Ouais. Et je me rappelle que c'était la compétition et du coup on avait tous les gros clubs, enfin tous les clubs français qui venaient se rencontrer là et pour moi c'était impressionnant de voir ça. Et je crois j'avais 17 ans ouais. Et voilà, c'était impressionnant et j'ai eu de la curiosité en voyant les ceintures noires. Je me rappelle quand les ceintures noires ils combattaient,
plus personne parlait, il n'y avait pas de coach, Il y en avait beaucoup à ce moment-là, des ceintures noires? Non, il n'y en avait pas beaucoup. Mais vraiment, c'était impressionnant, on les regardait en train de... Tu te rappelles d'un s'échauffer. combat, d'un truc vraiment Pas particulièrement, non, pas c'est un particulièrement. ensemble, ouais, c'est Voilà, vraiment c'était un ça. ensemble. Et même à partir de ceinture violette, on sentait qu'il y avait une certaine tension. Ouais. Et du coup, j'ai une bonne image de ce sport. Ça t'a donné envie, quoi. Voilà, ça m'a donné envie. Tu trouves, enfin je sais pas, c'est quand la dernière fois que tu as fait une compétition en France, ou que tu as même dans le public, t'as l'impression que ça a changé la tension, ou le public, ou... Je pense, ouais, je trouve que ça a changé, ouais. Je trouve que ça a changé, en même temps c'est normal, C'est plus relax, tu veux dire, maintenant? c'est beaucoup plus relax et bon, il y a beaucoup plus de public, c'est normal, mais en même temps le public il est plus compréhensif. En fait, C'est-à-dire? par exemple, je me rappelle que dans les premières compétitions locales en France, il y avait certains qui comprenaient pas forcément les règles, même les compétiteurs ils comprenaient pas forcément les règles, Ah. et même ceux qui étaient juste spectateurs, qui faisaient ça par loisir et qui venaient, ils comprenaient pas les règles. Alors que maintenant, tu vois, par exemple, quand j'ai été au championnat de France en nogi, parce que j'étais pas en gi, mais j'étais en nogi, parce que ouais, je suis passé là-bas, CFJJB, et même les spectateurs ou les parents, ils comprenaient ce qui se passait. C'est-à-dire, c'est impressionnant à voir, parce que même si quelqu'un qui n'est pas pratiquant, et de voir qui comprend que ça c'est 2 points, ou pourquoi l'autre il a eu un renversement, comment l'autre il l'a renversé, et ça fait plaisir comment ça a évolué du point de vue spectateur. Ouais. Il vient de voir ton frère ou qui t'a quand même lancé là-dedans? Comment il voit Ouais, ça, il lui? vient me voir souvent, il est ceinture violette maintenant. Ah, Il a d'accord, commencé après. On allait te dire, on allait te Ouais, dire. j'étais vraiment le cobaye. Et, Ah, il t'a laissé aller au charbon et ensuite voilà, il est tranquille une fois c'est que... ça. En fait, tu pouvais le défendre, quoi. Ah, c'est ça ou Garde pas? du corps. C'est ça ou pas? Tu le défends aujourd'hui? Non, quand même pas. Ah, il est chaud? Il est chaud? Ouais, il est chaud. Il est Petite moins- hésitation. Il est moins chaud que toi. Vous allez... Mais il est moins chaud. J'imagine que t'es meilleur en jujitsu quand même. Ouais. Voilà, Bah ouais, c'est tout. bah On ouais. a entendu. On réglera ça à la maison Brain. Et comment ça? À quel moment tu t'es dit, attends, là, c'est là, ma vie, elle est là, parce que, enfin, aujourd'hui, tu fais partie des rares. On avait essayé la dernière fois, Adrien, de compter un peu le nombre de personnes qui vivent du jiu-jitsu brésilien en France. Je crois qu'on dépassait pas la dizaine sur Oui, nos doigts. la grosse dizaine, on s'était dit, ouais. C'est en gros une 10, 15. dizaine à peu près. Tu en fais partie. D'accord. À quel moment, quand est-ce que tu t'es dit, en fait, c'est possible de gagner sa vie? Parce que là, aujourd'hui, quelqu'un qui se le dirait aller, pourquoi pas? Mais toi, c'était il y a 4 ans, un truc comme ça? Il y a 5 ans, ouais. 5 ans? T'es dit, je me lance? Fallait être visionnaire, hein, parce que... C'était vraiment compliqué. En fait, je dirais pas que c'est un coup de poker, c'est vraiment du travail. Je savais ce que je pouvais donner et je savais que je regardais par exemple les Miao. Moi, je prends beaucoup d'exemples sur les Miao, sur les frères Miao. Je me disais, mais attends, ils sont là, à Cicero Costa, au fin fond du Brésil, dans une ville, Ipiranga, il n'y a rien du tout. Alors qu'ils viennent d'une autre ville, bon, ça c'est leur histoire. Mais de les voir voyager à Los Angeles, à Abu Dhabi, j'essayais de comprendre comment ça fonctionnait. Ils doivent avoir des moyens, est-ce que c'est... Je me disais peut-être c'est leurs parents qui leur payent tout, ou, tu sais, on se fait plein de scénarios. Et en fin de compte, petit à petit, en me posant des questions autour de moi, j'ai eu Babi, j'ai eu justement Campos, j'ai eu Sébastien Lecoq, Kenji. En fait, dès le début, en ceinture bleue, j'ai direct eu un bon entourage au niveau du jiu-jitsu brésilien. Pour t'apporter une culture dont tu avais Voilà, besoin, c'est les ça. fonctionnements, etc. C'est ça, parce qu'il y en a beaucoup, ils savent pas trop, ils mettent un pied, ils reviennent en arrière, ils mettent un pied, ils reviennent en arrière, ils savent pas Toi, trop. tu t'es dit, c'est ça et rien d'autre. Voilà, mais avant, j'ai posé des questions, je me suis dit, comment il peut se débrouiller, je me suis posé les bonnes questions, je me suis dit comment il a pu se débrouiller pour sortir de là, pour faire ça. Après, T'avais 17, 18 ans à ce moment-là. à ce moment-là, en ceinture bleue, j'avais 19 ans. Ouais. T'aurais fait quoi sinon? J'aurais continué l'école, j'aurais sûrement fait une école d'ingénierie. Et... Voilà. Parce que c'était ça que tu voulais faire, Voilà, d'aller vers là, soit à la C'était base. ça, ouais.
C'est Mais ça. tu t'es dit, non, jiu-jitsu brésilien. Voilà, c'était ça. Mais en fait, je me suis dit, je vais avoir mon bac. Et après le bac, eh ben, je vais voir si je me lance vraiment dans le jiu-jitsu brésilien ou Ils t'ont soutenu dès le départ, tes parents? pas du tout. Non. Pas du tout, non. Est-ce qu'ils ont eu Bah, tort de pas te soutenir? Ouais. Ah ouais, vraiment? Tu t'aurais préféré? Parce que là aujourd'hui ça paraît évident de dire ils ont eu tort de pas me soutenir, Non. mais enfin il y en a combien qui ont voulu faire ça Non, mais je rigole. Enfin, quand je dis ils m'ont pas soutenu, ça veut dire que dans l'idée où d'arrêter l'école et de me lancer dans un truc incertain, parce que Oui. le jiu-jitsu brésilien c'est incertain, je peux me blesser demain, le genou, et Et fini. enfin, Ouais. c'est fini. Ouais, et tu C'est- retournes à l'école. Voilà, c'est malheureux à dire, mais c'est fini. C'est pour ça que j'ai voulu absolument sécuriser le bac. Pour moi, c'est une base dans la vie pour pouvoir choisir une école et après, S'il faut, ouais. s'il faut. Et du coup, eux, le jiu-jitsu brésilien, c'est pas très connu. Avant, c'était pas très connu. Il y a 4-5 ans, tu disais jiu-jitsu brésilien dans la rue, les gens, ils te parlaient même pas du UFC. Ils te parlaient. C'était pas du tout Parlait de connu. capoeira, ouais, ils parlaient de capoeira. Capoeira, c'est ça. Et du coup, ça leur faisait peur. Ça leur faisait peur quel avenir leur fils choisit, quoi. Mais à force, en voyant que je me débrouillais, que j'arrivais à me faire mon chemin dans ce milieu, ils ont commencé à comprendre. Et ce que j'ai aimé avec mes parents, c'est quoi? C'est que ils m'ont jamais dit non, faut pas que tu fasses. Ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit ok, c'est ton choix, mais il faut que tu te débrouilles. Et ça, j'ai été mature vraiment jeune du coup grâce à ça. Parce que j'ai toujours dû me débrouiller. Et en te débrouillant, bah, tu dois faire... Ouais, tu trouves la solution, c'est pas forcément la bonne, mais en tout cas c'est Voilà. celle qui te convient à un moment précis, puis Voilà, après c'est tu ça. construis avec quoi. C'est ça, voilà. Et du coup, ouais, j'ai pris de la maturité super jeune. Grâce à eux. Et quel a été le switch alors où tu te dis, allez, qu'est-ce qui a changé pour que tu dises, allez, je me professionnalise, je suis ceinture bleue, c'est ça, hein? Je suis ceinture bleue, Ceinture je me bleue, ouais. professionnalise à devenir un athlète, et compte tenu de mon entourage qui m'explique bien les ficelles pardon, de l'industrie, entre guillemets, du jiu-jitsu brésilien, qu'est-ce que tu as changé et comment tu t'y es pris? En fait, ça s'est arrivé à la fin de ma ceinture bleue. Quand je suis passé en ceinture violette. Désolé, tu peux reprendre... La question? Ouais, s'il te plaît. Ok, non, Désolé, il n'y a pas de problème. Comment tu t'es professionnalisé? Qu'est-ce que tu as changé à ta vie pour dire, allez, maintenant je vais engranger de l'argent, je vais faire 3 entraînements par jour. Comment tu as pu t'organiser dans cette vie-là? Parce qu'il a bien fallu un moment pour que tu deviennes pro, en gros. Ouais. Et qu'est-ce que tu as fait? En fait, ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est que je savais qu'il fallait... Dans le jiu-jitsu brésilien, pour faire des compétitions, il faut de l'argent. Voilà. Comment tu allais trouver l'argent? Bah, j'ai dû travailler à côté. Ok. J'ai dû travailler à côté. Les premières années, c'était vraiment combiné travail et entraînement du jiu-jitsu brésilien. Tu faisais quoi à côté? Parce que l'entraînement, le faisais, de la jiu-jitsu brésilien restauration. ça demande beaucoup quand même, hein, ça demande physiquement. Je faisais de la restauration. Ce qui n'est pas le moins Non. demandeur. Ouais, voilà, c'est ça. Vraiment... Ah, Jérémy est un grand restaurateur. Oui, exactement. Moi, c'est un univers que je connais très très bien et quand je travaillais encore dans la restauration, c'est vrai que les entraînements, en plus, soit c'est le soir voilà, c'est ça. qu'on travaille, il faut aller aux entraînements du matin, mais ça veut dire qu'on a travaillé le soir et tout. Enfin, c'est compliqué hein, quand même. C'est ça. Et du coup, je me débrouillais pour m'entraîner au moins 2 fois par jour. Du coup, je m'entraînais tôt le matin et le soir au Tenchi Budokan. Et quand je pouvais, quand je travaillais pas, je faisais 3 entraînements par jour. Et du coup, j'ai toujours dû me débrouiller en travaillant et continuer à avoir un haut niveau. Et un donc, haut niveau. grâce à ça, donc tu t'entraînes, tu as de l'argent, tu as des revenus, Voilà, tu te c'est payes tes compètes. Voilà. Tu es sponsorisé VHTS. Mon premier sponsor, c'était Atom, en ceinture D'accord. bleue. Et ensuite, quand je suis parti, justement, là où tout a changé, où j'ai vraiment eu l'opportunité de plus du tout travailler et juste être foco sur, comme il dit Campos, foco sur le jiu-jitsu brésilien, c'était quand je suis parti en Égypte. D'accord. Parce que Sharaf m'a offert l'hospitalité, enfin, vous pourrez
Enfin, il m'a offert un programme. Il m'a dit, ok, moi j'ai besoin de quelqu'un ici en Égypte pour qu'il drille avec moi, pour qu'il s'entraîne avec moi. En échange, tu te prends pas la tête. Je t'héberge. On a un coach personnel pour tes prépas physiques. Et au niveau de tes entraînements, et ben, au début, on s'entraînait que le soir, parce que Anubis, ils n'avaient pas d'horaire du matin. Et plus on va avancer, on va avoir des horaires le matin. J'y vais pendant 2 mois et je vois que c'est totalement différent. En fait, quand tu fais que ça, que du jiu-jitsu brésilien où ta journée elle est 100% Dédié à ça. dédiée ton à sport. ça, avec une prépa physique vraiment professionnelle, un suivi au niveau de ta diète, ton niveau il explose. Vraiment. Et donc, malgré que tu n'étais pas dans un environnement où éventuellement le niveau était très élevé, toi, par contre, tu t'es senti partir sur orbite. Voilà, à ce c'est moment-là. ça. T'avais la bonne direction. Voilà. Et ça s'est ressenti sur ma première compète. En fait, on avait appelé ça comme une compétition test. C'était Paris Open. Et je fais double goal. Paris Open. Avant, c'était vraiment difficile pour moi de faire un double goal au niveau du poids. Parce que je suis parmi les KT les plus légères. T'étais à 76 kilos, c'est ça? Non, là j'avais combattu en middle. Parce que j'avais pris un peu de poids et j'étais à 78 kilos. Et tout ça, toute cette prépa, tous ces programmes-là, le fait d'être focus sur toi-même, c'est-à-dire tu te réveilles, ok, tu fais ta journée, et tu sais exactement ce que tu vas faire. Mais ça rejoint exactement ce que disait Alexandre justement au podcast sur les Worlds qu'on a fait il y a quelques mois, et qui disait que la différence en fait entre quelqu'un qui va faire du jiu-jitsu brésilien et puis qui va essayer d'en faire sa vie, tout ça, et un champion en fait, enfin un champion, du moins quelqu'un qui va en faire sa vie, parce qu'après qu'est-ce que ça veut dire être un champion de jiu-jitsu brésilien, mais c'est une personne qui est capable d'être focus H24 Ouais. jiu-jitsu brésilien. Et focus H24, c'est pas forcément parce qu'il y en a plein, on reçoit pas mal de demandes, de conseils, de choses comme ça de jeunes qui démarrent le jiu-jitsu brésilien ou qui en font depuis 1 ou 2 ans et qui voudraient être sponsorisés, qui voudraient être suivis, tout ça. Mais en fait, le fait de s'entraîner le matin et le soir et mais même tous les jours de la semaine, c'est pas forcément ça en fait Non. le foco dont Non, on parle. ce qui dont est on parle marrant, avec ça. c'est vraiment marrant. C'est-à-dire que tu te couches, tu y penses, tu te lèves, tu y penses, quand tu manges, tu y penses, ça rejoint un petit peu ce que tu dis là en fait. Et ça, je sais pas si c'est quelque chose qui se travaille en fait. Je suis pas sûr. Je pense que c'est quelque chose que tu acceptes. Et quand on en parlait tous les deux, Adri, je disais moi je pourrais pas. En fait, et Alex aussi disait que ça le rendrait fou en fait. C'est pas tout le monde, je pense, qui peut accepter. Voilà, c'est ça. qui Il y en peut a vivre beaucoup, ils ça. se disent. Moi, ça me fait un peu rire. Mais il y en a beaucoup, ils se disent ah, mais si j'avais la même vie que toi, c'est Ce facile. serait facile. Voilà, Bah ça serait ouais. facile. Mais pas du tout en fait. Ah. Pas du tout parce que je vais pas donner de leçons de morale ou quoi que ce soit. Mais par exemple, quand je disais que je travaillais dans la restauration et il fallait que je m'entraîne au moins 2 fois par jour, je le faisais parce que je kiffais. Je le faisais parce que j'avais envie de le faire. Je sentais pas de fatigue, ça brûlait en moi. C'est pour ça que je le faisais. Et tu t'en rends compte au bout en faisant ça 1 an, 2 ans, et à avoir plein de doutes, à te dire mais est-ce que ça va vraiment marcher, tout ça, c'est difficile de continuer. C'est vraiment difficile. Et t'en vois plein que... C'est-à-dire que pour toi, tous ceux qui te disent ah, si j'avais la même vie que toi, je réussirais, c'est facile, machin, Non. tu leur dis mais déjà, réussir, c'est déjà réussir à avoir la même vie que moi en fait. Voilà, c'est ça, fais-le en vrai. Fais ton programme, sacrifie ton temps et fais-le, juste fais-le parce que d'accord, si tu travailles, réveille-toi un peu plus tôt, va t'entraîner un peu plus tôt, ensuite va t'entraîner le soir si t'as vraiment envie de le faire, quoi, va le chercher. Et c'est comme ça où après tu vas te créer une opportunité où tu pourras stabiliser ta vie et ensuite tu pourras être 100% foco. Mais si tu dois passer par là où tu dois travailler, ensuite faire ton jiu-jitsu brésilien, je veux pas donner de leçon de morale, mais
Non, C'est mais un t'as le droit de conseil. donner un conseil, C'est t'as un le droit de conseil, dire voilà, comment c'est ça. toi tu y es arrivé quand même. C'est pas un problème de leçon de morale, t'es pas en train de dire les gars, vous Bougez-vous vous le cul. plantez, Ouais. exactement, vous vous plantez, vous êtes des ânes, bougez-vous le cul, voilà comment on fait. Non, tu dis, voilà, moi c'est comme ça que j'ai fait, et l'erreur qu'on pourrait faire, ce serait de se dire que ça va tomber tout cuit, ou Voilà, va c'est ça. tomber- C'est exactement ça. C'est par exemple l'opportunité en Égypte, ça s'est fait par rapport à une rencontre. Et j'aurais jamais pensé partir en Égypte pour le jiu-jitsu brésilien. C'est vraiment jamais je me serais dit dans ma vie. C'est le fait de voyager à un moment où tu t'es dit, ah putain, ça y est, enfin je suis en train de commencer. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est vraiment le fait de voyager que je me suis dit. En fait, le fait de voyager, c'est ce qui m'a fait encore plus aimer le jiu-jitsu brésilien et envie de donner encore plus dans ce sport. Je sais pas si Si, on comprend Ça très fait bien, un- bien sûr. c'est ce qui m'a. C'est pour ça c'est ce qui m'a motivé le fait de donner plus d'efforts et de me dire non. T'aimes découvrir, t'es un gars qui Voilà, aime c'est ça. découvrir. Ouais, ça se Exactement. voit. Depuis tout petit, c'est marrant, mais depuis tout petit, je regardais tous les trucs voyages, les chaînes que personne regarde, mais je me rappelle, je regardais tous les Pékin Express, j'étais fan de Pékin Express. Et du UFC, ce qui est normal. l'UFC, hein, voilà, c'est ça. De la bagarre De l'UFC Express. et des beaux paysages. Et je savais que quand quand j'avais 14 ans, je savais qu'il fallait que je voyage. Moi, j'étais quelqu'un qu'il fallait que je bouge. Et jiu-jitsu brésilien, compétition, voyage, Tout est entraînement, aligné. camp d'entraînement, stage, bah, tout est lié du coup. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu arrives à gagner tu gagnais ta vie. Bon, alors oui, parlons d'argent, mais c'est pas. Mais qu'est-ce qui fait que tu en vis? Qu'est-ce qui fait que tu arrives à ne faire que ça? T'en es où aujourd'hui là dans ton évolution du jiu-jitsu brésilien? Aujourd'hui, ma vie, elle est beaucoup plus stable. Je suis full jiu-jitsu brésilien au Canada. Donc grâce à quoi? Comment t'en es arrivé là? Bah, en fait, c'est plus grâce, je pense, aux résultats au niveau des compétitions. Qu'est-ce que t'as? C'est quoi ton si on te demande les 2-3 compétitions majeures que t'as gagnées qui ont fait ton palmarès, c'est quoi? Les Europes, j'ai été vice-champion du monde à Abu Dhabi. Mhm. J'ai été vice-champion du monde à Abu Dhabi, fédération USJF. Mhm. Ensuite, troisième au World IBJF. Marron, Violette, violette. tous violettes. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai eu plus de visibilité et j'ai eu ce genre d'opportunité. Quelle opportunité aujourd'hui? Parce que tu veux pas nous le dire, hein. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Bah, j'ai eu l'opportunité de pouvoir aller donner des cours au Canada. Enfin, donner des cours, faire partie d'une équipe de compétition au Canada, Action Reaction. En fait, c'est un coach qui m'a contacté, qui s'est affilié à Cicero Costa. En fait, ils avaient déjà un groupe de 4 personnes et ils recherchaient encore 2-3 personnes pour compléter le groupe après les World IBJF pour la saison 2018-2019. Et ce qui s'est passé, c'est que certains qui étaient dans le groupe de compétition au Canada, des Brésiliens, me connaissaient par rapport à mon voyage au Brésil. C'est-à-dire, ils connaissaient mon sérieux, ils connaissaient comment je Ah oui, parce que travaillais. t'as passé 2 mois 2 chez mois et les demi. Miao, c'est ça? Non, pas chez les Miao, enfin, à Cicero Costa. J'ai passé 2 mois et demi là-bas à m'entraîner et en ceinture violette. Et du coup, par rapport à ça, ils m'ont connu et ils ont directement. Ils ont pu attester que t'étais sérieux. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et là, depuis combien de temps t'es au Canada? En plus, c'est ton deuxième voyage, je crois. Hein. Deuxième. C'est la deuxième fois. Enfin non, là tu me dis que t'es au Canada, mais c'est la première fois cette saison que tu es établi à J'étais l'étranger. Oui, c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois où je suis établi à l'étranger. Ouais. Bah, j'ai eu l'Égypte et maintenant le Canada. Ouais. Ah d'accord. Et donc là-bas, tu es donc maintenant tu es en fait prof de jiu-jitsu Prof, brésilien voilà, c'est ça. à l'étranger, et donc tu vis Enfin, ça. prof. Prof Pas et vraiment compétiteur, parce que c'est Pas ça le truc, vraiment. en fait, c'est ce qu'il expliquait. C'est que compétiteur. c'est une équipe particulière, donc de 6 combattants, qui sont quelque part, alors on va pas dire entretenus, mais je veux dire qui sont comment on pourrait dire ça d'ailleurs? C'est quoi? Il vous a pas engagé, il vous entretient pas, parce que bah vous donnez des cours, tout ça, mais il vous permet de gagner votre vie, D'être et de professionnel. focus. Voilà, Il nous exactement. permet d'être professionnel. Et en fait, lui. Pourquoi il fait ça, lui?
Non, parce que c'est un vrai truc quand même. C'est quoi? C'est un philanthrope. Enfin, il y a un truc quand même. Je prendrais pas 6 gamins comme ça sans savoir ce qu'ils font, Non, qui sont. lui, tout ça. bien sûr, il recherche de la qualité. Il recherche de la qualité. C'est quoi? C'est la pour son- visibilité pour son voilà, académie. Son académie. Il recherche à être le meilleur au niveau du Canada, déjà. Donc Et, il vous envoie sur des compétitions non-stop Voilà, au Canada. c'est ça. Toutes tout les ça. compétitions locales, on les fait. Et il essaye de gagner, surtout par équipe, parce que quand tu gagnes une compétition locale par équipe, ça donne de la visibilité. Et aussi, il voulait de la qualité pour ses élèves. Parce qu'il y a aussi des compétiteurs au Canada. Et il voulait de la qualité pour ses compétiteurs. Et pour pouvoir offrir cette qualité, il a appelé des personnes. Oui, qui- mais ce que je veux dire, c'est qu'il aurait pu faire venir un Brésilien super connu, super fort, j'en sais rien, tu vois, plutôt que d'entretenir. Alors j'aime pas le mot, mais c'est un peu ça, parce que c'est ce que tu nous expliquais en fait. C'est-à-dire que vous logez à l'académie, vous avez Oui. un appartement, vous avez tout ça, mais il vous paye aussi quand même. Il aurait pu faire venir une personne, ça lui aurait coûté beaucoup moins cher. Il y a une autre volonté quand même derrière, je trouve ça. Enfin, c'est chouette, je trouve quand même de donner l'opportunité à si jeunes. Il a fait son voyage. Lui aussi, avant, il n'était pas du tout Ciro Costa. Il avait Action Reaction, il avait son académie. Et il a fait son voyage à Cicero Costa et apparemment, ça l'a. L'esprit Cicero Costa l'a plu. Et il a voulu aider des jeunes de Cicero Costa. Il a voulu combiner le fait de donner l'opportunité aux compétiteurs de Cicero Costa d'être professionnel tout en augmentant la qualité au Canada, la qualité du jiu-jitsu brésilien dans son académie au Canada. Il a fait un test avec 2 personnes. Il a vu que ça a super bien marché, que les niveaux de ses élèves augmentés, élèves tout ont ça, ouais, bien augmenté. sûr. Surtout, il y a eu des résultats. Et c'est pour ça qu'il a continué. Et il a appelé plus de personnes pour qu'il y ait vraiment un gros groupe compétiteur. Et maintenant, on est à peu près... Bon, là, on est 6 qui ont été appelés. Maintenant, on est à peu près une dizaine. Parce qu'il y a eu d'autres personnes qui viennent. Du Canada aussi, il y a des gros compétiteurs. Des gros qui sont- compétiteurs maintenant. Enfin, des gros compétiteurs canadiens qui viennent s'entraîner maintenant chez nous, qui changent d'équipe pour pouvoir s'entraîner avec de la qualité. Et vous terrorisez le reste du Canada. Voilà, c'est Maintenant, le but, c'est d'arriver en compétition et de faire peur à tout le monde, quoi. voilà, Genre, c'est on ça. va tomber sur eux, c'est chaud. Non, c'est un peu ça, non? C'est exactement ça. Et là, t'as re-signé, tu restes encore chez lui l'année prochaine, Voilà, c'est ça. tout ça. Je reste encore 3 mois. Ensuite, je vais en Égypte, parce qu'il y aura un camp Cicero Costa à Égypte. Comme je vous avais annoncé qu'il y aura Sharaf qui a créé son affiliation Cicero Costa en Égypte. Il va faire un camp, il va appeler lui aussi 6 athlètes. Je sais pas si je peux encore dire les noms, mais Toi, tu les connais déjà? oui, on connaît déjà les athlètes. Ah, d'accord, ok. On connaît déjà les athlètes. Il y a de très très gros noms qui vont venir, dont un qui a vraiment explosé en ceinture marron et qui fait vraiment un gros chemin en ceinture noire. Il est chez les poids légers. Je sais pas si On je voit peux un dire- petit peu, je pense que c'est bon, on voit un petit peu. Et, il avait fait, après que je suis parti d'Égypte, il a appelé un autre Brésilien, Matheus Meyer, qui est maintenant ceinture marron sous Cicero Costa. Et il a fait un camp d'entraînement pour lui de la même façon qu'il a fait pour moi. Et ça a marché, Matheus il a eu des résultats. Et maintenant il veut faire un camp de 2 semaines où il va inviter 6 athlètes. Il va inviter 6 athlètes, mais sauf que là, l'idée c'est quoi? C'est que d'autres personnes, parce qu'avant quand il faisait le camp, il se focalisait, il faisait le programme juste pour nous. C'est-à-dire, vraiment, il faisait ça juste pour nous, c'était vraiment du personnel. Maintenant, il va appeler d'autres personnes qui... ça va être comme un sorte de gros camp d'entraînement où ça va être C'est ouvert à tous et tout ça. ouvert à D'accord, tous, ok. voilà, c'est ça. Et Ouvert c'est à quoi? C'est pour la prépa des Europes, c'est ça? pour la prépa des Europes. À Abu Dhabi Grand Slam et des Europes. C'est quand Abu Dhabi Grand Slam? C'est une semaine avant les Europes, je pense, c'est le 15 janvier. Ah ouais. Non, le Non. 11 janvier. Une semaine après, il y a les Europes? Ouais. Putain, les historiciens. Tu vas faire les deux? Moi, je vais faire les deux.
Tu veux pas profiter de Noël, quoi. Non. Pas de... Tu mangeras Pas de repos, là. rien, Non, pas ce de sera repos. traitement à la dure, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, bon, ni de la fête du Nouvel An. Non. Ok, bon. C'est marrant quand même là, quand on regarde un petit peu la carte du jiu-jitsu brésilien français aujourd'hui, bon bah il y a des profs qui vivent de leur académie. Il y en a un peu à travers la France, il y en a peu, mais il y en a. Mais l'impression qu'on a quand même, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux vraiment évoluer, si tu veux en vivre, pouvoir en vivre, même en donnant des cours et des choses comme ça, t'es obligé de partir à l'étranger en fait. C'est ça. T'as pas le choix. J'ai l'impression que c'est surtout que- pour les compétiteurs, ça. Ah oui, mais forcément. Alors oui, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas compétiteur, je sais pas si ça l'intéresse vraiment de vouloir donner des cours de jiu-jitsu brésilien, des choses comme ça. Quelqu'un qui, franchement, j'ai comme ça en tête, personne qui donne des cours de jiu-jitsu brésilien, qui n'a pas son académie, je parle, qui donne des cours de jiu-jitsu brésilien et qui en vit en donnant des cours de jiu-jitsu brésilien. Là comme ça, je vois pas. Hein. C'est difficile. C'est dur. C'est difficile parce qu'il faut se faire un nom dans le jiu-jitsu brésilien. Faut T'étais obligé de partir. voilà. Ça Enfin, aurait moi, pas été possible en restant en France. je pense que ça aurait été possible s'il y avait un cadre. Comme on en avait parlé la dernière fois, c'est vraiment tout dépend du cadre. C'est si j'avais les mêmes conditions que quand j'étais parti en Égypte, où je pouvais être 100% focus sur mes entraînements, avoir un préparateur physique, mais ça a un coût tout ça. Bah oui. Faut pouvoir le payer. C'est le préparateur physique, faut le payer. Et quand en France, malheureusement, si tu travailles pas, tout est cher. Et tu dois travailler pour pouvoir payer ton préparateur physique, tes entraînements au jiu-jitsu brésilien. Et ça, quand tu es compétiteur, tu peux pas te permettre d'être à haut niveau, travailler, enfin, vouloir atteindre le très très haut niveau, travailler. Non, c'est pas possible, avoir même physiquement, Non, mentalement. c'est- C'est ce qui explique. Tu peux le faire à tes débuts, en sacrifiant du temps, mais faire ça pendant 5, 6, 7, 8 ans, c'est pas possible. Même en étant professeur de jiu-jitsu brésilien, en donnant des cours de jiu-jitsu brésilien, bon, ça peut être un peu plus facile. Et en étant compétiteur, c'est pas possible. Faut que, au bout d'un moment, tu te dises pendant 6 mois, ça va être que pour moi, ça va être... c'est ce qui se passe en Égypte, c'est ce qui s'est passé en Égypte, c'est ce qui se passe au Canada. C'est que le coach Fernando, il l'a toujours dit, il a dit, si tu sens que dans ta journée tu te sens fatigué, tu veux pas donner cours, ok, repose-toi. Moi, je veux que de la qualité, je veux vraiment que vous performez. Si je vois que tu ne performes pas en compétition, on arrête. Il le dit clairement, s'il voit que il n'y a pas de réelle performance, il n'y a pas de réelle évolution. Et ça marche sur toi, ça te grise ou ça te met la pression? Enfin, ça te met de la mauvaise pression de se dire Non, moi ça me met je ne travaille que au résultat. Moi ça me met la bonne pression. Moi, Ça me t'aide met à la- te dépasser. Ouais, ça Parce que m'aide moi, d'après ce que tu dis, d'après ce que t'entends, ce que j'entends, normalement, tu devrais en fait rivaliser avec le jiu-jitsu mondial maintenant. Là, alors. Et là, il y a la Voilà. ceinture noire qui arrive. Voilà. Enfin, Non, mais enfin, peut-être c'est pas demain. quand, ouais. Mais il y a ta prochaine étape, c'est la ceinture noire. Ouais. Voilà. Et je veux pouvoir atteindre le top en ceinture noire. Et je me vois mal, comme on en avait parlé, vivre en France et être ceinture noire et gros compétiteur. C'est ça que tu veux. T'as pas pour désir de dire allez, je rentre en France, j'ouvre mon académie quelque part en région parisienne, je prends des élèves et je me fais un petit salaire sur l'enseignement. Ça t'intéresse pas. Non, pour le moment, non. Mais tu vas y venir un Tu moment. veux casser des gueules, quoi. C'est C'est ça. Non, c'est sûr qu'au bout d'un moment, Tu seras obligé. on sera obligé de... Enfin, je serai obligé de le faire. Enfin, obligé. J'ai envie de le faire, mais dans le futur. Ouais. C'est une envie d'avoir ça. Mais pour le moment, je Mais veux ça, c'est pour le côté. juste performer. C'est pour passer le relais, passer le témoin. Je pense que c'est un moment différent. Là, t'es hyper jeune. Et là, ton envie, c'est de gagner. Voilà, c'est ça, c'est de Pourquoi gagner, de... Pourquoi Mais non, parce que c'est un truc. Tu vois, on fait du jiu-jitsu brésilien. Il n'y a pas d'argent. Ouais, Ouais. mais c'est clair, hein. Il n'y a pas d'argent. Ouais. C'est pas un sport olympique. Donc, t'auras jamais la fame, à part dans le jiu-jitsu brésilien. Pourquoi Pour pouvoir passer sur Castagny FM direct. Voilà, c'est Directos. ça. C'est ça. Attends. Non mais... je
On te voit pas en dehors du jiu-jitsu brésilien. Parlons de Reda. Reda, il fait des photos de lui et on voit un petit peu tout ce qu'il peut y avoir autour. C'est-à-dire que quelque part, son aura dans le jiu-jitsu. Je compare avec Reda parce qu'il est à l'étranger et tout ça. Hein. C'est pas parce que vous avez le même parcours ou quoi. Hein. Je sais pas le problème. Mais on comprend le fonctionnement général. Toi, quelque part, tu parles pas beaucoup de toi. On le sent, on le voit. C'est quelque chose qui est difficile. Pourquoi vouloir faire de la compétition, vouloir gagner? Quel est ton but? Il y a rien à gagner, c'est ça que je veux dire. Non, c'est pas qu'il y a rien à gagner. En fait, déjà, c'est un rêve de pouvoir être au niveau. Et pour moi, c'est aller me chercher les meilleurs. Pour moi, c'est ça que je veux. Mais ça aurait pu être autre chose que le jiu-jitsu brésilien. Comment? Ça aurait pu être autre chose que le jiu-jitsu brésilien. Si j'avais fait un autre sport. Voilà, c'est ça. C'est pas spécialement le jiu-jitsu brésilien. C'est le défi qui te plaît. Voilà, c'est le défi. Voilà, c'est ça. C'est la compétition, pouvoir être le meilleur et pouvoir aller au bout de moi-même et voir jusqu'où je peux y aller à très haut niveau. Quand tu reviens aujourd'hui en France, là, tout le monde te dit viens tourner ici, viens tourner là, machin. Ils essaient un peu vrai. de te Ouais, chiffonner. ça- Ah ouais, c'est dur. Comment ça? C'est-à-dire que quand t'as un peu la cible à abattre, c'est comme quand tu viens de passer une nouvelle ceinture, genre allez viens, maintenant on va tourner, tout ça. Il les chiffonne direct. Bah Non. tu sais, pas forcément. C'est pas parce que tu fais moi, végétal. je toujours crois bonne en Bilal. ambiance. Non, non. Moi je crois Moi, en je Bilal. me Tu dis veux pas quand croire même. en lui, moi j'y crois. Je suis sûr qu'il les chiffonne. Non mais tu vois ce que je veux dire. Il y a des mecs qui évoluent aussi très bien et qui en France font que ça aussi. Ouais. Bah et ça pourrait être difficile, tu vois. C'est vrai, mais... J'aurais te mettre une grosse pression quoi. Ouais, mais moi je vois toujours ça d'une bonne ambiance. Ouais voilà, t'en fous un peu. Prends pas trop la tête. Ouais, c'est... Toi il y a que la compétition toi. Ouais, vraiment moi c'est ce qui m'importe, c'est la compétition. Tu peux me faire taper sur le tatami à l'entraînement. Bon, il y aura de l'ego quand même, mais vraiment c'est que la compétition qui m'intéresse. À part ça, il y a rien d'autre. Je peux tourner avec tout le monde et je me prends pas du tout la tête par rapport à ça. Et tu tournes beaucoup dans beaucoup de clubs là, tant que t'es à Paris ou Non, t'es beaucoup à cette la fois-ci, je Courneuve me suis dit, je vais être plus à la Courneuve, parce que maintenant, je donne, enfin, le temps que je suis là, Oui parce que là tu passes un mois là, c'est ça à peu près un mois en Encore un été. mois, ouais. C'était- ouais. je donne les cours au TCB. Et c'est devenu un gros club parce que quand tu nous as juste raconté le début. T'as dit qu'il y en avait quelques-uns, une ceinture Non, violette. c'est quelques plus ceintures devenu blanches. un club familial. Voilà. C'est plus devenu un club familial. Ils cherchent pas vraiment la compétition. Il y a Ouais. quelques compétiteurs comme Tassawa, un ami à moi et quelqu'un qui... Désolé. Non, vas-y, dis-nous. Et il a commencé juste un peu après moi. Et il fait beaucoup d'efforts. Et je pense que lui, c'est l'un des compétiteurs du TCB. Mais à part ça, il n'y a pas de gros compétiteurs. C'est juste un club cool, quoi. Mais il y a plein de clubs comme ça, bon, on en a déjà parlé, on en a parlé cherchent surtout pas au vraiment- podcast du CDK. C'est beaucoup de clubs comme ça qui sont un peu plus petits, alors pas le CDK, hein, Ouais. mais on en parlait à ce podcast-là. C'est des clubs pas très connus, mais qui en fait, il y a des gens, et ça fait partie du jiu-jitsu brésilien français, quoi. C'est toujours intéressant. Du vrai loisir Ouais, pur, voilà, je veux dire, c'est parce ça, que c'est vrai c'est du qu'on qualifie souvent son club par sa capacité à gagner des compétitions, Voilà, à c'est son ranking en France et des choses comme ça. Mais c'est vrai que la grosse partie en fait du jiu-jitsu brésilien en France, c'est des clubs comme ceux-là, c'est des clubs loisirs. Je veux dire, des Voilà, champions, c'est il y en ça, a où pas, il y les en a gens, un par ils veulent se catégorie. sentir hein. bien, ils veulent venir, ils ont leurs repères, ils ont leurs amis, ils veulent passer du bon temps. Ils veulent pas faire forcément avoir 50 compétiteurs à s'entraîner dur. Voilà, 12 Non, comptes Instagram, des photos partout. Non, mais c'est vrai, il y en a, ils s'en fichent de la pub, ils ont envie de Ouais, kiffer, quoi. ils sont là, ils veulent kiffer le moment et c'est tout. Et le TCB, c'est justement par rapport à ça, c'est vraiment un club familial et ils se prennent pas du tout la tête. C'est vraiment ouvert. Tu veux nous parler un peu de l'histoire du local où vous faisiez du jiu-jitsu? Parce que ça, c'était drôle. Ah, Je sais pas si on en parle ça, là. On en a parlé il y a 2 jours quand on s'est vu. C'était assez drôle. ça c'est au 4000. D'accord. C'est un je pense que les 4000 c'est malheureusement connu. Voilà, Enfin, je sais pas. Une cité assez chaude de banlieue Non, assez parisienne. chaud. Non, Non, mais si. Bobo, Bobo de banlieue Tranquille, on est temps. Ouais, c'est un peu Parisienne. tendu. C'est un peu tendu. Tu y as vécu 4 ans, 5 ans, c'est ça? Non, j'ai vécu vraiment enfant. D'accord. 2 ans ou 3 ans, ouais. Ouais. Moi, j'ai même plus de souvenirs D'accord. carrément.
Après, j'ai vécu à 2-3. Juste à côté. Ouais, juste à côté. Mais tu continues à t'entraîner là-bas, il y avait des... En fait, c'est une grande histoire cette salle. C'est vraiment une grande histoire. Oh, c'est pour l'anecdote, c'est drôle. Du coup, dans les années 80, bon, on va faire l'histoire de la 4000. salle. De la salle des 4000. Dans les années 80, c'était une salle où il y avait toutes sortes de business. En fait, c'était des jeunes qui ont récupéré la salle parce qu'elle est juste en dessous d'une barre. Et il faut savoir que c'était un quartier très chaud là-bas. Et que la police n'avait pas le contrôle dans ce quartier-là. Et du coup, ils ont récupéré la salle qui était censée être à la mairie. Et la mairie, ils se sont dit, bon, la mairie n'utilise pas la salle. Bon, on va faire quoi ? Utilisons-la pour le bien du quartier. Pour le bien du Donc, quartier. ils ont fait un shop, quoi, Voilà, petit, c'est ça. un concept store. Ils ont installé un concept store. Avec que de la marchandise qui partait. Quand il n'y a plus de stock, il n'y a plus de stock, quoi. Du coup, ça a été un stock. Bon, vous allez devenir. Voilà, Laisse deviner donc de quoi. tout ça, mais il y a aussi des combats de Ensuite, chiens. il y a eu. Non, pas de combats de chiens. Ensuite, Il y a eu après la non, vente il y a de eu produits, il y a eu l'élevage. L'élevage. Ah oui, c'est ça. Parce qu'il y a vraiment eu des chiens. En fait, je rigolais, mais il y a eu de l'élevage de chiens Ouais, dans pendant cette salle. une certaine année, il y a eu de l'élevage. Ensuite, je l'ai pas vécu, hein, c'est vraiment. Il y était On pas. te l'a rapporté. On me l'a rapporté et vraiment c'est réel, c'est vraiment. Il y a eu de l'élevage. Après, Faut de l'élevage bovin. Mais il y avait des vaches, des animaux de ferme. il y avait- Voilà, Après, il y a eu, pour les garder. on pouvait faire du fromage de chèvre, vraiment. Ça, Pas non, du tout de voilà. chien, pas du tout. Tout ça au 4000. Et un jour, quand même, quelqu'un s'est dit Voilà, attendez, quelqu'un on va s'est dit, essayer non. d'en faire quelque chose de normal. Ouais, on va faire quelque chose de normal. Et il a récupéré. Il faisait partie des jeunes, il a récupéré la clé. Et il en a utilisé pour donner des cours du soir. Et aussi parce que il y a une grande majorité musulmane et donner des cours Ça, c'était d'arabe, l'école coranique aussi. C'était passé école coranique. Et du coup, il a récupéré cette salle pour pouvoir aider Pour les essayer de jeunes. faire quelque chose de Voilà, bien. c'est ça, Voilà, pour faire- pour une fois. pour essayer de faire quelque chose de bien. Et il a commencé le jiu-jitsu brésilien. Et Il a laissé tomber le Coran. Allez hop, l'école a dégagé. On met des tapis maintenant. Allez. Non, quand même on pas. a bien étudié, Quand même maintenant pas. battons-nous. bien. Quand même pas. Et du coup, ils ont combiné avec le prof de là-bas qui donnait les cours, de mettre des tapis, de pouvoir mettre des tapis pour le jiu-jitsu brésilien. Du coup, ils ont rapporté des tapis et ils ont évacué tout ce qui est table. Et tapis de prière. Tout ce qui est école. Et tout ce qui est école. Et maintenant, c'est plus que du jiu-jitsu brésilien. Avant cet été, il y avait encore des cours. D'accord. Et maintenant, on a remis les tapis. Et ça change. C'est vraiment. D'accord, changement. ok, c'est encore utilisé. Voilà, c'est ça. Et vraiment, là, maintenant, c'est utilisé à bon escient. Bon escient, c'est ça. Bon escient, c'est pour. Vraiment, il n'y a plus de. Trafic, il n'y a Trafic, plus de quoi vente, que pardon, ce il n'y a soit, plus de commerce. C'est vraiment utilisé pour. Et là, là, vous y allez, tu donnes on y rendez-vous à va, tes potes c'est- et tout ça. Voilà, c'est ça. C'est on y ouvert va si les souvent. gens veulent venir tourner avec C'est toi au ouvert, 4000, ils te peuvent venir. contactent et ils peuvent venir. Voilà, c'est ça. Parce que toi, tu y es tout le temps en fait. Là, t'es venu les que matins, pour ouais. ça, que pour t'entraîner. Voilà, c'est ça. Je vais. En même temps, j'aime bien parce que c'est juste à côté. Enfin, à côté de chez moi, je prends l'horaire Ouais. et je suis à côté. On a vu qu'il y avait Kenji qui était Voilà, c'est passé. ça. Il y avait. Ouais, j'ai vu. Et c'est vraiment une bonne ambiance. Quand ça a commencé, d'ailleurs, quand ils ont commencé à mettre les tapis, c'était durant le ramadan. Et du coup, on s'entraînait après qu'on ait mangé. Et du coup, on s'entraînait je crois, c'était de 11h à 2h du matin. Et c'était vraiment une bonne ambiance. Il y avait même des gens, Qui était pas du jiu-jitsu brésilien particulièrement, qui venait. pas du jiu-jitsu brésilien, qui ont découvert le jiu-jitsu brésilien par rapport à ça. Des jeunes du quartier. Ça a éveillé de la curiosité par rapport à ce sport. En même temps, il y a eu des gens. Je me rappelle, il y avait au bout d'un moment la Z-Team qui venait de Boulogne. Des gens de Boulogne qui Ah, c'est venaient. pas tout près, la Courneuve-Boulogne, en plus. C'est ça. Et il y avait des gens du CDK. Vraiment, ça a été un endroit où tout le monde pouvait venir de partout. Et il n'y avait pas de polémique. Ouais, c'est pas un mais- club en fait, C'est- c'est juste un endroit qui Voilà, c'est accueille ça. et puis. Et c'est pour ça que je kiffe tourner là-bas, parce que ça me fait rappeler plein de souvenirs et plein de
de bon délire, quoi. Et ça a une belle histoire. Voilà, c'est une belle histoire. Ouais. Pour tous ceux qui ont un super club C'est bien offert par la terminé mairie maintenant. gratuit, voilà, sachez que c'est pas forcément facile pour tout le monde. Comprenez que vous avez de la chance d'avoir votre belle bien salle terminé. là où vous êtes. C'est pas toujours simple Ouais. pour tout le monde. Et quand t'es pas là, quand t'es pas en France, ça tourne quand même dans la salle et tout ça. C'est une Ouais, salle ça- qui vit, voilà. Il y a toujours C'est une salle qui vit, et elle est tout le temps utilisée et ça tourne toujours. Ouais. En fait, il suffit juste d'appeler celui qui a Ah la ouais. clé. Ça fait un peu. C'est sympa, c'est un fight C'était club. quoi le film, c'est ça. Ah, je sais pas du tout. Il y avait un film. Attendez. C'est pas un fight club un peu où Voilà, tu c'était appelles- ça, c'est c'était ça, ça, c'était tranquille. T'appelles, T'as la tranquille, clé, t'as envie de te ça fait un peu- bagarrer, voilà, t'as la clé, t'as c'est envie toi de qui as la te clé, on bagarrer, se c'est ça. retrouve. Mais c'est bonne ambiance. Enfin, moi j'ai Ouais, vu des super. 3 films que Kenji m'a envoyés, ça a l'air plutôt sympa. Ouais, c'est. Non, mais on sent qu'il y a de la bonne bagarre bien saine, il y a pas de problème. Et ouais, c'est ça. Je kiffe l'ambiance que. Moi, j'aime bien aller dans un club et être. Que ça soit ouvert à tout le monde et qu'il n'y a pas de. Tu vas donner des stages un petit peu là en France cet été? En ce moment, j'ai pas de stage de prévu. Je suis bon, bah. Si des gens veulent me contacter pour Bah des ouais. stages, T'es là, hein? je Ça suis vaut le là, coup. je suis. T'appelles le French. Tiens, pourquoi on t'appelle le French Miao? Ça, c'est Babiche, ça. Mais non, mais parce que Ça, ça c'est peut vrai. avoir un impact sur la demande de stage. Pourquoi est-ce qu'on t'appelle le French Miao? Parce En que fait- quand Babi dit des trucs, les gens l'écoutent. Donc même si tu considères que c'est faux et même s'il y a que lui, ça suffit pour lancer une Ne rumeur. contredis pas Babiche. On compte, ouais, faut faire attention à Babiche. Je pense que c'était par rapport à mon caractère avant. J'étais quelqu'un, bah, comme on en a parlé, timide, vraiment réservé. Et aussi par rapport à mon style de jeu. Mon style de jeu, Berimbolo. J'étais vraiment marqué T'es sur très Berimbolo, jujitsu Spider. sportif. T'es très jujitsu sportif. Spider. Voilà, c'est ça. Et j'avais pris exemple sur eux en fait. Je copiais toutes leurs techniques. Jusqu'à maintenant, je copie. T'as déjà tourné avec eux? Oui. Et alors, c'était comment? Attends, la première fois, c'était vraiment genre, c'est dingue ou Ouais, ça s'est fait comme ça et t'étais juste content? Ouais, ça s'est fait comme ça et j'étais juste content. Je me rappelle, c'était. Je crois 6-0. Ouais. Et alors, comment ça s'est Ah non, passé? c'était à Abu Dhabi. J'étais en ceinture bleue, je me rappelle. Et comment ça s'est passé? Alors, si t'étais juste bleu, j'imagine bien la conclusion. Bah voilà, Ouais, il y a oui, une non. grosse différence. Une grosse Non, mais- différence. Et, Mais maintenant, non, t'as pas tourné récemment avec eux? récemment, non, j'ai pas tourné avec eux. Et ce que j'aime bien avec eux, c'est qu'ils sont toujours à la recherche de l'évolution. C'est-à-dire, ils s'arrêtent jamais. On les voit beaucoup jouer sur leur top game, mais en dehors, quand tu vas t'entraîner avec eux ou quand tu fais des sessions sparring avec eux, tu vois qu'ils essayent des techniques, ils essayent tout le temps des nouvelles choses. Et je sais pas si vous avez suivi un peu Levi. Levi Johnson. Ouais. Ça se voit sur lui en fait. Ça se voit qu'il prend cet esprit-là à rechercher des techniques, à innover dans le jiu-jitsu. Et eux, ils sont beaucoup dans l'innovation au niveau du jiu-jitsu. Ah, ils ont Et ça apporté que- une petite innovation quand même. Hein. Ouais. Mais c'est vraiment. Après, il y a les frères Mendes, j'allais dire, mais c'est évident parce que bon, c'est de là que ça vient. Mais c'est vraiment le début, j'imagine, le début du jiu-jitsu sportif. Ouais. Parce qu'on a un peu découvert donc cet été. On a déjeuné avec David Giorsetti, donc le président de la CFJB, qui nous expliquait ce qu'était en fait le début du jiu-jitsu brésilien. On était super étonnés avec Adri parce qu'on a découvert que à Nice, et j'imagine sûrement dans certains clubs ici aussi, en fait, ils pratiquaient au tout début le vrai jiu-jitsu brésilien, c'est-à-dire là d'où vient le jiu-jitsu brésilien, c'est-à-dire qu'il y a des frappes, alors c'est main ouverte au visage et poing au corps. Hein. Ah ouais. Ah, je Et savais là, du t'amuses tout. pas à faire un berimbolo dans savais une pas du situation. Ah ouais, non. Mais nous non plus, on le savait pas en fait. Tu veux. Et c'est ce qu'ils nous expliquaient. Et eux s'entraînaient comme ça. Et c'est Fred Roca qui nous disait que lui, il a une route en gros, parce que c'est à Grasse, qui avait donc ce club-là à la base, avec Samuel Monin, Mathieu Fischer, tout ça. Et il nous expliquait que dans la voiture, en fait, tout le chemin pour aller jusqu'à Grasse, il gambergeait en disant qu'il allait se faire marbrer, parce que les mecs se cognaient, parce que c'est du jiu-jitsu brésilien, et c'était un sport de soumission, il y a pas de... Personne n'est tombé n'a pris de KO, parce que c'était pas le but, les mains sont ouvertes et tout, mais que, on prenait des coups, quoi. Il revenait avec des bleus, tout ça. Ouais. Et en fait, David Giorsetti nous disait que le jiu-jitsu brésilien de base, vraiment de base, alors pas le jiu-jitsu de compétition justement, hein, mais c'était ça, il y avait des coups, il y a des coups. Et clairement que un berimbolo, même pas en rêve, tu places un berimbolo quand tu risques de te prendre une Ouais, tarte ou un c'est truc clair, comme ça. c'est clair. Et que eux, ils avaient commencé comme ça en fait. En France, c'était des baffes au début, c'est assez drôle de dire ça. Hein. Comment tu vois, alors toi donc il y a ce jeu hyper sportif, Ouais. comment tu vois ça toi? Cette partie, Ouais. vraiment là, je suis étonné. Alors attends, juste avant que tu répondes à la question, je fais une petite aparté. Donc là, on enregistre le podcast
Là, on est le 9 août. Il y a 1 ou 2 jours, si vous parlez anglais, podcast de Joe Rogan, qui a invité Jean-Jacques Machado, et qui parle de la façon dont ils ont ramené ça au Brésil. Ça dure 2 heures, c'est du Joe Rogan, hein, donc c'est super bien raconté, l'histoire est très drôle. Et donc, comment Machado s'est retrouvé il y a Chuck Norris dans l'histoire, à ouvrir une académie aux États-Unis, et quel jiu-jitsu pratiquait, les embrouilles dans la famille Gracie. Allez l'écouter, c'est sur YouTube et c'est cool. Voilà. Excuse-moi, Non, pas de Dylan. souci. Comment tu vis, toi quelle est ta- Non mais c'est vrai, comment tu le vois toi? Donc il y a ce jiu-jitsu sportif. Comment t'imagines? T'aurais été attiré J'aurais- pareil, tu penses? Non, je pense pas, non. T'aurais pas aimé te prendre des baffes? T'es pas un bagarreur. Non, vraiment, Ouais, c'était pas du tout. Plus jeune, non, j'étais pas du tout bagarre. C'est drôle, hein, c'est assez rare qu'on nous le dise, ça. Hein. C'est Vraiment. très rare, la plupart des gens à qui on pose cette question disent ouais, j'étais plutôt bagarreur. Même Mako, tout le monde nous le dit. Même les plus gentils, hein, Julien Da Silva, il nous dit j'étais bagarreur, tout le monde. Hein. Non, moi, vraiment. Toi, t'aurais vu un truc où tu te prenais des tartes et tout, c'était même pas Laisse tomber. Allez, laisse-moi tranquille. Laisse tomber, je vais faire du Ah, c'est foot, rigolo. bon. Non mais c'est rigolo quand même. Moi aussi j'ai un peu découvert ça. Alors ça c'est pas si choquant que ça quand tu vois l'UFC, quand tu vois parce que l'UFC c'est un peu l'enfant terrible du jiu-jitsu brésilien. Ça vient quand même vraiment très clairement du jiu-jitsu brésilien. Mais de savoir qu'en fait en France des gens s'entraînaient comme ça vraiment au tout début, moi ça m'a, je sais pas, je trouvais Ouais, ça. c'est- Castagne y fait, mais sur l'enquête, Ouais, sur on le essaye fil. voilà, exactement. C'était un autre fight club. Non mais, enfin, bon, il y a Libi qui a un événement de Ouais, comment ils il mettent des s'appelle. claques. Voilà exactement comment il s'appelle. Eddie Bravo. Eddie Eddie Bravo. Bravo. Qui a relancé un petit peu le principe. Alors c'est vrai que moi sur le coup, Ça pourrait marcher quand même. non mais ça pourrait. Non mais moi sur le coup, quand je l'ai vu, je me suis dit attends mais qu'est-ce que c'est que ça et tout ça. Mais après discussion avec David Giorsetti, je me dis en fait c'est évident que ce sport vient de là. C'est évident que ce sport vient de là, que le jiu-jitsu brésilien vient de parce que c'est vraiment comment gagner un combat dans la rue. C'est ça le but du jiu-jitsu brésilien. Mais évidemment qu'un mec dans la rue va pas se dire attendez on se met pas de coups, on se met pas de machin. Et puis, C'est évident que ce sport Ça vient de là. le jiu-jitsu brésilien, c'était... Enfin, c'est une aberration d'appeler ça, en fait. C'était le sport de c'était le Gracie Jiu-Jitsu, en fait. C'était le sport de combat qui appartenait à la famille Gracie au Brésil. Et au Brésil, ils affrontaient pas d'autres personnes, à part Juste entre eux, au sol. en Jiu-Jitsu. En fait, ils s'affrontaient en Vale Tudo. En combat. Donc, Ouais, c'est vrai. c'est un sport qui a toujours eu vocation à tout savoir faire. C'est juste qu'ils perdaient pas leur temps à apprendre à mettre des low kicks et des trucs comme ça. Juste, non, le plus efficace, c'était que du grappe en rajoutant quelques coups. Voilà. T'aurais jamais fait du jiu-jitsu brésilien. Mais moi non plus, hein. Oui, non, enfin moi en plus vraiment pour le coup je suis absolument pas Après, bagarre. je sais pas du tout. Ça se trouve s'il y avait des tapes. Je sais pas du tout. Vraiment, je connaissais même pas cette histoire de que ça avait commencé avec des tapettes. Bon, Des tapettes, Je vois quand tu dis enfin, des tapettes. des tapes Avec des petites claques. claquettes, des petites claquettes, avec des petites claquettes. Voilà. Non, parce qu'on t'envoie Giorsetti et Mais Mona. je me rappelle d'avoir vu des vidéos de Rickson Gracie ou des Gracie qui allaient souvent chercher des combattants, par exemple en boxe ou. C'est ça, quoi les que mecs ce ils allaient soit. les défier. Bah c'est la naissance Mais pour de moi, l'UFC. Hein, de toute pour moi, je façon. trouvais ça c'était normal qu'ils donnaient des petits coups. Et Mais je bah- pensais pas que c'était par rapport au jiu-jitsu. Et David Giorsetti brésilien. nous expliquait qu'en fait, quand il y a certains mouvements qu'il voit aujourd'hui en jiu-jitsu brésilien, dans le jiu-jitsu brésilien sportif, je vais pas dire moderne, hein, mais sportif. Alors après, lui, il pourrait le travailler, puisque le jiu-jitsu brésilien, c'est une évolution, c'est ce qui est devenu le jiu-jitsu brésilien, il pourrait certainement le travailler. Mais il nous disait mais moi, ça, je comprends pas, en fait, le berimbolo, le truc et tout machin. Oh, plutôt ça Non. m'intéresse pas. Non, quand je dis je le comprends pas, c'est pour lui, venant d'où il vient, c'est ce qu'il nous disait. Il ne voit pas comment il l'aurait placé dans le jiu-jitsu de base, le vrai, Oui. du début. Voilà. Et c'est vrai, quand tu imagines Ouais, quand te tu faire viens de là, aplatir, je veux ouais, dire, c'est c'est évident que tu vas pas te mettre la tête à l'envers, la nuque pliée, enfin ça veut rien dire du tout. C'est Les gars, ils évident. mettent le poids sur ta nuque. Et Enfin, ça va. il y a juste envie de mettre le poids et puis frapper pendant des Ouais, heures. c'est Tu, vrai. tu verras jamais de berimbolo à l'UFC. Enfin, en MMA, c'est pas possible. Je suis impatient qu'on en voit, moi. Des berimbolo en MMA. Ah, ce sera beau gosse. J'en ai jamais vu. Mais je pense que, enfin, je Je crois qu'il y en a. C'est déjà arrivé, je crois. Oui, il doit en avoir, mais c'est vrai, c'est sûr. Mais exceptionnellement. Je Je sais pas si.
Bah déjà rien que des omoplatas, on n'en voit quasiment pas. Enfin il y a des soumissions comme ça qui Je me déjà demande, sont pas je très pense que c'est déjà arrivé un berimbolo. Probablement. Je pense. Probablement. Non, mais je veux dire, en Vale Tudo, enfin, je veux dire, en plus, en Vale Tudo. Oui. Prenons le truc du Vale Tudo où t'as le droit au stomp, c'est-à-dire que t'as le droit avec le pied Ouais. de frapper quelqu'un au sol Au sol. sans se poser de questions. Va faire un berimbolo face à un mec qui peut te shooter là. Enfin, c'est évident que ça veut rien dire. Non, ça n'a pas de sens. C'est évident que ça veut rien dire. Non, mais c'est rigolo quand même de comprendre cette évolution. Tiens, il faudrait un podcast sur ça, quelqu'un qui pourrait nous expliquer comme ça, qui aurait vécu ça de A à Z et puis vraiment en parler. Les anciens. Ouais, les anciens, ouais, genre ça. en prendre les 2, Vraiment, je 3 trouve anciens. ça serait vraiment intéressant ça. Ouais, ça. Ouais, ça serait. Ah, ça pourrait pour... marcher. ouais. Non mais parce que ce serait, tu vois, enfin toi quand même qui en fais ta vie, qui donne des cours, qui machin, quelque part t'avais pas ça. Ce serait hyper intéressant. Non mais c'est vrai. On va inviter des gens qui connaissent leur sujet. Voilà, exactement. Parce que nous pour le coup, voilà, on a appris ça, on l'a mis. Maintenant il faut des experts dans leur sujet parce que j'avoue que. On va demander à David Giorsetti, tiens, s'il voudrait venir en parler. Encore, ça va quoi. J'espère qu'il écoutera pas. Si, il écoute. En plus. David, tout le temps. David, Désolé David. David, c'est Jérémy. Je suis désolé, je ne redirai pas ce genre de bêtises sur toi. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Parce que là, on va rendre l'antenne. J'ai toujours C'est ça. rêvé de dire quelque chose comme ça. On va pas tarder à arrêter. Un jeune, parce que t'es super jeune, un jeune qui dit moi je veux être comme Bilal, je veux partir. Qu'est-ce que tu lui dirais? Un seul conseil. Un seul conseil. Ouais, un seul conseil. 2 si tu veux. Moi, je t'autorise le 2. 3, c'est bon. Un pour Ouais, Jérémy, mais un non, pour parce moi. qu'en fait, à 3, à 2-3, bah, ça devient plus un conseil. Tu lui donnes une feuille de route et puis il y a Un plus qu'à suivre. podcast, un Mais podcast. un truc, il faut que ça. Non, un conseil. Un truc, il faut. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, c'est le truc principal. Désobéir à ses parents. Si j'ai réussi à. Sèche les Arrêtez cours. l'école. Sèche les cours. Sèche les cours. Non, et ton bac en premier, c'est. Ouais, bah pour le coup, ça pourrait être peut-être le meilleur conseil que tu pourrais donner parce que il y en a beaucoup, hein, des jeunes qui te disent, ah, de toute façon, voilà, c'est ça la solution, de faire plus que ça. Non, vraiment. Non, faut avoir son bac en. Mais je suis Ça, c'est d'accord, même pas mais un je suis conseil, d'accord, ça doit je suis être d'accord. vraiment une base pour tout le monde. Puis rappelez-vous qu'il vous faut un diplôme, hein, pour gagner de l'argent Ça. via le sport. On n'a pas le droit de gagner de l'argent si on n'a pas un diplôme qui va avec. Du coup, c'était quoi Un conseil. Un conseil. Un Un conseil. conseil pour. Non mais c'est ouf, c'est magnifique, on sent en fait que t'es non mais je comprends le French Miao, je comprends. Est-ce que tu as un conseil pour un jeune qui se dit allez, je suis bleu, je suis chaud, je sens que ma carrière va décoller. Bilal sait, que dois-je faire? Et là il écoute le podcast, ça fait 1h17 qu'il est dessus et il attend le conseil. Tu vas changer peut-être la vie d'un mec. Au revoir. Mais il a raison parce que ça c'est ce qui a marché pour lui, mais enfin c'est trop particulier et t'as Ouais, raison. vraiment, c'est. En fait, tu vas donner le tien. Oui. Tu vas donner ce qui toi t'a donné ton déclic, tu vas donner ce qui toi a fait que tu as pu suivre ta voie. Mais t'as raison, en fait, c'est Je vais hyper donner un compliqué. conseil qui peut. En commun avec Reda, l'effort. Vraiment, l'effort. Faut pas Bosser, compter. quoi. Faut pas compter ses efforts au début. C'est-à-dire, tu calcules pas du tout, tu fais ce qu'il faut faire, ce qu'on te dit de faire. Tu vas chercher Non-stop, le meilleur- voilà, non-stop. non-stop. Le matin, je me lève, il est 6h du matin parce qu'il faut aller courir avant d'aller s'entraîner ou aller, je sais pas, lever de la fonte Non, avant c'est, vrai. je dis pas. J'ai pas envie, j'ai mal partout. Faut y aller. On s'écoute Si tu pas. dois le faire, faut y aller. Faut pas s'écouter justement. C'est ce que j'ai remarqué entre moi et Reda. C'est pour ça que Reda, c'est un athlète que je respecte de ouf parce que depuis quand on était en France, je voyais tous les efforts qu'on faisait et maintenant là où il est et là où j'en suis. Enfin, on ne dit pas qu'on est au summum de nos. Ah bah non, notre mais enfin, carrière, en pas du tout. France, bah vous êtes un Mais petit peu. là où il est ou là où j'en suis, c'est vraiment. Ça a été vraiment difficile. Avant, faut vraiment faire beaucoup d'efforts. Comme vous m'avez dit, il y a eu des gens, des jeunes qui veulent chercher des sponsors, tout ça. Mais au début, C'est pas ça le plus c'est important. pas ça. C'est vraiment. Ok, t'auras un sponsor, ça se trouve. Tu vas gagner 2-3 kilos. C'est vrai ce que tu dis, faut mettre la charrue avant les bœufs, Voilà, c'est c'est ça, exactement ça. Calcule pas du tout. Moi, le premier aussi, je me disais, j'ai eu un petit peu de résultats dans les compétitions locales en France. Je vais demander chercher. à quelqu'un. Voilà, c'est ça. Mais non, c'est pas du tout ça. C'est fais des efforts et au bout d'un moment, ça va. Les gens, ils vont te voir, ils vont venir vers toi, ils vont chercher à. Les résultats, tu penses que c'est le plus important? Si t'es Oui. compétiteur, c'est vraiment. La c'est façon vraiment d'être, important. la manière d'être, le truc machin, ça passe en second. Non,
la manière d'être, savoir parler, savoir accueillir les gens, ça c'est un tout. C'est faire du marketing, parce que maintenant Ah ouais. on est dans le monde Instagram, Facebook, Snapchat, dans ce monde-là, faut savoir se vendre. Faut savoir se vendre. Mais quand t'es ceinture bleue, et même je dirais même violette, tu peux te vendre super bien, mais t'auras pas les mêmes opportunités que quelqu'un qui fait presque rien, mais qui a des gros résultats, qui fait presque rien en termes de marketing, mais qui a des très gros résultats. Tu pourras pas faire le poids, à moins que t'aies ceinture noire, parce que malheureusement dans le jiu-jitsu brésilien, il y a beaucoup de phases au niveau des ceintures. C'est-à-dire, pour moi, de ceinture bleue à ceinture marron, ceinture noire, ceinture marron, je dirais que c'est beaucoup au niveau des résultats. Après, ensuite, au niveau de la ceinture noire, tu peux être un professeur, ou tu peux te vendre par rapport à tes cours au niveau, à travers, je sais pas, Instagram, faire des vidéos, et les gens cherchent à te connaître. Tu peux être sympa, tu peux... Et quelque part, là pour une marque, en fait, le résultat, on s'en fiche un peu. Là, ce qu'on veut voir, c'est si les gens t'écoutent, te suivent et tout ça. C'est ça. En fait, c'est chercher la crédibilité des gens. C'est pour moi, de la ceinture bleue à marron, pour chercher la crédibilité, c'est tes résultats en compétition. Enfin, je sais pas si ce que vous en pensez. Donc, les résultats d'abord. Il faut bosser les mecs. Exactement. Bosser les mecs et les filles, d'ailleurs, bosser. Il y a que ça devrait... Ça, il n'y a pas de... Ouais, il y a pas de secret. Faire des efforts et... Il faut pas attendre que ça vienne. Si tu décides de faire quelque chose, faut y aller à fond, et après, un jour, tu auras l'opportunité de stabiliser ta vie avec le jiu-jitsu brésilien. Mais ça va pas venir en envoyant 10 000 messages à droite, à gauche. Non, mais c'est hyper important, c'est très très bien. Vraiment, je dis, c'est hyper important que ce soit toi en plus qui le dise, parce que on l'a déjà dit plusieurs fois, on reçoit beaucoup de messages quasiment tous les jours, de demandes, de choses. Ah ouais, vraiment, mais je comprends, c'est un sport en plein essor. Et puis qui est cool, donc je comprends que beaucoup de gens, jeunes, souvent quand même, aient envie de participer au truc. En fait, c'est plutôt positif, en fait. Hein. Mais t'as raison, et c'est hyper important que les gens entendent ça. C'est que d'abord, c'est le travail sur soi, c'est le travail personnel, avant de faire parler des marques, des choses comme ça. Voilà, c'est toi, tes résultats, et d'ailleurs pas forcément tes résultats, après, mais voir à quel point t'es dédié. Ah oui, mais c'est sûr. Le marketing, c'est important. Comme j'en parlais Campos, où mon entourage me disait, mais attends, mais t'es jamais sur Instagram. Avant, je calculais pas du tout les réseaux. Oui, mais t'aurais pas eu des résultats, t'aurais pas eu des capacités, ils t'auraient même pas parlé de ça. Donc c'est d'abord les résultats. Exactement. Voilà. C'est hyper important. Donc je veux rien rajouter parce que c'est très bien dit. Exactement, je suis bien content que t'aies dit ça. Mes petits castagneurs, c'était Bilal Ben Mohamed. Merci. Et c'était peut-être le dernier podcast de la saison. Espérons, hein, sauf si on rencontre quelqu'un maintenant encore. Ce n'est que la 3e fois qu'on vous le dit. Voilà, croyez-nous sur parole. C'était le dernier. On revient en septembre avec une saison 3 ou pas, on verra bien. Hein. Et on a encore plein de gens à faire parler, plein de trucs. Moi j'étais hyper content là, de te rencontrer, d'entendre vraiment d'où tu venais, parce que c'est vrai qu'on n'a pas souvent. Tu es quelqu'un d'un peu, on va pas dire secret, hein, mais d'un peu pas forcément hyper ouvert à discuter partout tout le temps avec tout le monde. On n'a pas des millions d'articles sur toi. C'est vraiment cool. On peut se considérer comme chanceux, Adrien. On est hyper chanceux, effectivement. Grand merci. Là, merci, ça s'est un peu improvisé. T'es passé au bureau, ça s'est fait un peu à la cool. Et donc, voilà, merci beaucoup. Super. Merci les gars, merci pour l'intention apportée à moi. Écoute, avec plaisir. On te souhaite vraiment de continuer à t'éclater, parce que surtout tu t'éclates, tu profites, et c'est vraiment, et ça se voit. Et c'est un vrai bonheur. Cool. C'est un vrai bonheur à voir, vraiment, de voir que c'est possible. Tous les Français sont derrière toi aussi. C'est vrai, hein, tu représentes pour la France au jiu-jitsu brésilien international. Ça me fait super plaisir surtout de représenter les Français au niveau mondial. C'est beau ça, c'est vrai. Hein. C'est vrai. Vraiment, je me rappelle Reda ce qu'il avait dit quand on va aux Europes. Pour moi, les Europes, c'est ma compétition préférée. Parce qu'il y a aussi, hein. tous les Français qui est là, ça crie derrière toi. Voilà, c'est ça. L'énergie, elle est incroyable. Tu seras là, on va gueuler pour toi. Ouais. On va gueuler pour toi. Merci. On va gueuler. Magnifique. Merci Bilal, merci Jérémy. Merci mon pote Adri, mon pote Bilal. Éclatez-vous les gars, profitez de vos vacances un peu quand même. Carrément, on est à Donf. Castagneurs aussi. Salut à tous. Ciao, bye bye. Salut.